Bonjour, ici Charles Vincent, chercheur en entomologie agricole, retraité d'Agriculture Canada, et vous écoutez les podcasts agricoles du Québec. Dans les podcasts agricoles à la vie, comme à l'école, on se parle de bricoles, de choses horticoles. On se parle de tracteurs, y'a les fans, pis les menteurs. On se lève de bonne humeur, pis on compte pas nos heures. Christian Dionne est là. Agricole, 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 agricole. Bienvenue dans le podcast agricole du Québec avec Christian Dionne. Hey, je prends quelques secondes pour souligner notre partenariat avec Agrilog. Agrilog, c'est quoi ça? C'est une entreprise spécialisée en séchage et en entreposage de grains qui vous offre un système d'automatisation pour votre séchoir et la ventilation de vos silos. Avec Agrilog, vous gardez le contrôle de votre centre de grains et maximisez la valeur de votre récolte. Rien de moins. Pour plus de détails, contactez-les au 514-980-2838 ou visitez leur site web au www.agrilog.ca. C'est le temps de vous parler de Agrosan. C'est quoi ça, Agrosan? Agrosan, c'est le fabricant d'une gamme complète de nutriments liquides tels que le Crop Booster, le Salvador, pour ne nommer que ceux-là. Agrosan est également distributeur des Nutri-Cholant, Proca, KLM et Calpomag. Avec Agrosan, cultivez l'innovation. Visitez le www.agro-100.ca pour connaître le distributeur le plus près de chez vous. Brima. Brima est le distributeur exclusif au Québec des démarreurs liquides Alpine, des engrais foliaires et biostimulants de Alpine et de Stoller et des inoculants Xide Bio. Brima est aussi distributeur des réservoirs de plastique Norwesco et peut vous fournir en quincaillerie complète pour équiper vos planteurs et semeuses pour le démarreur liquide. Contactez Hugo Giard au 450-796-1818 ou visitez leur site web agbrima.com. Hey, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Christian Dionne pour les podcasts agricoles du Québec. Eh oui, c'est ça, je voulais vous parler. Le référencement, ben oui, Apple, Spotify ou toutes les autres plateformes d'écoute que vous aimez écouter vos podcasts, ben vous pouvez aller mettre une note. Fait que, tant qu'à faire, ben allez mettre une belle note de 5 étoiles. Ça va aider le podcast à être beaucoup mieux ranké dans les moteurs de recherche. Et aussi, si vous voulez en écouter un peu plus, le Patreon, patreon.com/podcast agricole au pluriel. Vous pouvez aussi suivre le lien dans la description du podcast. Dans le fond, c'est une plateforme qui est payante, 4 $ par mois. Fait que, il y a des exclusivités exclusives qui sont publiées sur le Patreon. Et aussi, ben, ça vient aider une production qui est complètement indépendante. Fait que ça permet d'avoir des fonds pour réinvestir dans l'achat d'équipements audio pour toujours avoir un meilleur son, comme une console ou des petits micros, des affaires de même. Donc, c'est ça. Hey, aujourd'hui, ça fait une secousse qu'on se passe, ça fait une secousse qu'on voulait essayer de faire un podcast ensemble. Je suis avec M. Charles Vincent de la région de Montréal, fait qu'un entomologiste. Oui. Dans le fond, tu m'avais contacté, Charles, la première fois par courriel parce que tu avais écouté le podcast que j'avais fait avec un de tes collègues entomologistes, dans le fond, Julien Saguet. Exact, oui. Du sérum. Oui, du Ouais, sérum. Oui, absolument. Fait que, tu sais, j'imagine que c'est pas un gros milieu, l'entomologie au Québec. Fait que vous connaissez quasiment tout, j'imagine. Oh oui, on se connaît. Écoute, on est à peu près 250 professionnels. Il y a aussi une association d'amateurs qui sont extrêmement actifs. Mais donc, on a fait le tour rapidement là, de ces gens-là. On se réunit une fois par année. La prochaine réunion, d'ailleurs, est au mois d'octobre à Québec avec la Société canadienne d'entomologie. Oui, c'est un petit monde. Oui, oui. Mais dans le fond, rien que pour encadrer un peu l'entomologie, Oui. ça, c'est plus l'étude des insectes et non du monde qui tripe insectes. Tu sais, Oui, non, tu te dis, on tripe tous ces insectes, mais Ouais, pas dans le même registre. Moi, je suis en entomologie agricole. Il y a des gens qui travaillent en entomologie médicale.
par exemple, il y a beaucoup d'insectes qui sont des vecteurs de maladies chez les animaux domestiques et les êtres humains. Comme le virus du Nil, par exemple. Le virus du Nil, c'en est un, mais Comme les moustiques. la malaria, c'en est un autre, la fièvre jaune, etc. Dans l'histoire de l'humanité, là, ça, je le dis, mais à chaque fois, les gens sont surpris. Prenons par exemple la Deuxième Guerre mondiale. Oui. Il y a plus de soldats américains qui sont morts de causes reliées aux insectes que de bombes japonaises Dans les îles Pacifiques. dans les îles Pacifiques. Quand, par exemple, les Alliés ont remonté en Sicile pour mettre terme au régime des nazis, il y a eu d'énormes problèmes de tiques OK. qui pouvaient causer la mort des gens. Et c'est souvent ça qui arrive. Chaque année, il y a plus de personnes qui meurent de causes reliées aux insectes. C'est des millions. Malaria, fièvre jaune, etc. Chikungunya, toutes sortes de maladies. Que de guerres. Toutes Oui, oui. réunies. Ouais, ben, un des plus grands tueurs, c'est le moustique, justement. Là. Qui est un vecteur du malaria, vecteur de virus aussi, qui attaque. Puis c'est souvent dans les pays tropicaux, tu vois. Ben, j'avais déjà vu un reportage, justement, qui parlait du canal du Panama. Exact. Ah oui, ah oui. Ah Puis oui. il y a eu du trouble. Justement, je pense que c'était la fièvre jaune. C'est la fièvre jaune à Panama, oui, oui, Puis, oui. tu sais, eux autres s'en allaient là-bas pour creuser un canal. Au départ, c'est un Français là, qui voulait Oui, faire ça. c'est un projet français, oui. C'est un projet français parce que c'est le gars qui avait fait le canal de Suez. Fait que lui, Oui. après ça, voulait aller faire le canal de Panama. Mais on dirait que dans tout le calcul, dans toute la fièvre jaune, elle faisait pas partie de aucun de leurs plans. Oui. Fait qu'ils n'ont pas pensé à essayer de combattre ça. Là. Oui. Et je sais qu'on est en podcast agricole, mais aussi il y a l'entomologie forestière. OK? La foresterie, c'est pas la même chose que les insectes en agriculture. Et aussi, il ne faudrait pas passer sous silence, l'entomologie urbaine. Toutes les poux de lit. OK? Les punaises de lit, Les punaises de lit, oui. les morpions. Oui, puis ceux qui sont dans les écoles aussi, sur la tête Ouais, des les gens. têtes, ouais. Tu sais, fait que si on regarde ça, les insectes, les mouches, si on regarde ça, il y a des insectes partout. Oui. Moi, je suis spécialisé en entomologie agricole, puis quand on dit l'agriculture, c'est très large. Dans ma carrière, moi, j'ai fait le focus sur les insectes des vignobles, des fraisiers, des bleuetiers, puis des pommiers. Et c'est assez parce que la vie d'un chercheur, tu sais, il faut lire ce que les autres ont fait pour ne pas redécouvrir la roue à tous les mois. Hein? Ouais, tu t'assois, tu lis, puis ensuite, tu parles aux agronomes, tu parles aux agriculteurs. C'est quoi vos problèmes, dans le fond, là? T'sais, bon. Fait qu'il faut que tu parles. Ensuite, tu penses, tu fais l'équation, tu fais résoudre une équation entre ce qui est fait ailleurs, ce qui a des besoins ici. Moi, j'ai toujours travaillé pour résoudre des problèmes à court ou à moyen terme. Quand je dis court terme, si je parle à un agriculteur le mardi, je ne m'attends pas à avoir résolu le problème pour le vendredi. Là. On se comprend. Mais c'est ça. Et après ça, il faut que tu fasses le projet. Tu es en agriculture, Christian, 1 an. Ça ne veut pas dire grand-chose. Nous autres, les cultures, c'est une saison à la fois. Oui, Donc, c'est ça. Mais je veux c'est un travail dire, de longue haleine, là. c'est un 3 ans, c'est un 4 ans sur plusieurs sites. Je ne suis pas en train de me plaindre, je suis en train de décrire un processus. Après, là, tu peux parler et tu dois parler. Moi, j'étais fonctionnaire du Canada, payé par l'argent de tous les contribuables canadiens. Je me faisais un devoir, une fois que tout était bien conclu, robuste, d'aller dire ce que je savais, ce que j'avais trouvé pour eux autres. Good. Avant tout ça, Oui, on va recommencer au départ. au départ. Début. Oui. Le Charles Vincent jeune. Oh, man. OK, Donc, je on suis... va faire un peu le Ben oui. bilan Non, des études non, puis c'est tout, bon, là. c'est bon. Je suis né sur l'île de Montréal. Ça, c'est Valérie Grade, c'est ça? Pardon? Valérie Grade. Oh, tu sais, ça fait longtemps. Je suis né sur l'île de Montréal. J'ai grandi à Saint-Léonard. Quand j'étais petit, à peu près à 800 mètres, 1 kilomètre de chez nous, il y avait des chevaux, des concombres, il y avait des fermes. Puis je me promenais là-dedans.
J'adorais ça. Je voyais les chevaux de loin. Sur l'île de Montréal, là. Oui, Ouais. oui. Ben, ça, on ne voit plus ça. Là, Non, non, là, Ben, il y a plus d'asphalte que d'autres choses. Mais Ben, il y a là, même plus de puis de rivière. maison, puis... Non, c'est ça. Mais je demandais à mes parents d'aller passer mes vacances chez mon oncle Jean-Paul, à Saint-Ligory, comté de Montcalm, OK. pas loin de Joliette. Mon grand-père était un boucher et un producteur de tabac à Saint-Ligory. Il y avait Ouais, une- ben, ça arrive nord, on avait gros des producteurs de il y avait tabac. une maison, là, à Saint-Ligory. Fait que j'allais coucher chez mon grand-père, puis j'allais chez mon oncle Jean-Paul en bicyclette, par le rang, là, quelques kilomètres, puis j'allais faire les foins, traire les vaches. Il faisait un peu de tabac. Aller chercher les vaches aussi. J'étais petit, je demandais ça. Oui, dans ce temps-là, toutes les vaches allaient au package. Fait qu'il fallait aller les chercher. Là, pour, C'est la vrai, traite. oui, c'est vrai. J'ai vu les premières treilleuses qui sont arrivées, là, puis tous les problèmes que ça fait. Il y avait beaucoup de mouches là-dedans. Il y avait beaucoup de mouches. Ben, c'était pas dans- ventilé, les étables. Non, mais je te parle des souvenirs de Oh, mon oui. enfance que si tu demeures sur l'île de Montréal, tu vois autant de mouches. Mais ça me faisait pas peur. Je trouvais que c'était correct. C'était ça, l'environnement normal. Puis ensuite, l'agriculture m'intéressait tellement que j'ai décidé de faire un bac en agronomie. OK. Comme je voulais le faire en français, je suis allé à l'Université Laval. Puis là, je me suis trouvé Parce que McGill, c'est en anglais. Oui, exactement. Oui, je voulais oui. le faire en français. Mais là, je suis à l'Université Laval pendant 4 ans, qui est la durée normale du bac en agriculture, en bioagronomie, pas en éco-agronomie, en bioagronomie. Donc, les plantes, c'est ça qui m'intéressait. Puis là, j'ai eu un emploi d'été à l'Assomption, Agriculture Canada, sur les insectes. J'ai tellement aimé ça. J'ai tellement aimé les insectes agricoles. OK. Toute l'espèce de défi que ça pose d'étudier les insectes agricoles, on se comprend. Que là, j'ai décidé que je faisais une maîtrise puis un doctorat. Je suis allé à McGill pour faire ça, en OK. anglais. En anglais. Puis c'est là que j'ai appris l'anglais, puis j'ai découvert toutes sortes d'affaires que je ne connaissais pas. Vraiment, là. Tu sais. Alors, ça m'a ouvert beaucoup, beaucoup de portes. Quand la dernière année que je terminais mon doctorat, mon PhD, j'ai reçu un coup de téléphone. Ils ont dit, on a un poste qui se rouvre à Saint-Jean-sur-Richelieu. Veux-tu appliquer? Je dis, oui, regarde. Moi, je ne savais pas. Tu sais, j'ai appliqué. Je l'ai eu. J'ai tellement aimé ça que je reste là. Ça m'a ouvert beaucoup de portes. Mais là, je travaillais pour le gouvernement fédéral. Mon boss m'a dit, tu travailles dans les vergers de pommiers. C'est ça qui est ton mandat. OK, fait que t'as été garoché un peu d'une certaine façon. Pas garoché. On m'a demandé de me concentrer là-dessus parce qu'il y avait un besoin. OK. J'ai pas pris ça comme un garochage. J'ai dit oui. Puis tu sais, fait que là, pendant 2 ans, tu sais une chose, Christian, faire un doctorat, t'apprends des affaires, mais t'apprends pas toutes. Un doctorat, c'est le début. Mais ton premier doctorat, tu l'as fait sur quoi? Est-ce que tu as un sujet en particulier quand tu fais oui, ton doctorat? oui, Là? les altises qui attaquent le chou. OK. Fait que tu étais déjà dans les légumes, d'une certaine façon. Là. J'étais dans les légumes, mais j'étais dans les insectes agricoles. OK. Donc, qui causaient des problèmes. Le chou, tu transplantes ça. Tu transplantes à 4-5 vraies feuilles. Tu transplantes les plants. Puis les altises mangeaient toutes. Fait que, c'est bol, OK. c'est dur à contrôler, les altises. Donc, j'ai fait le doctorat là-dessus. De me faire dire, tu travailles dans un verger de pommiers. D'accord, monsieur, il n'y a pas de problème. Sauf que en pommiculture, tu as à peu près 20-25 insectes qui attaquent les pommes. Il faut que tu lises ces 25 pour comprendre qu'est-ce qu'il y a là. D'abord, Puis pourquoi qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Quel genre de dommages? Quand est-ce qu'ils apparaissent? Moi, ma job après, là, une fois, là, pendant 38 ans, ça a été l'affaire suivante. Comment que moi, je peux faire de la recherche pour trouver une façon de diminuer les dommages, pas nécessairement tuer des insectes, diminuer des dommages. Après tout, les dommages, là, c'est les pommes qui vendent. S'il y a des insectes, ça ne fait pas grand-chose s'il n'y a pas de dommages. Ouais. Bon, alors, comment que moi, je peux contribuer à travers de la recherche à diminuer les dommages pour que ça soit fait par le pommiculteur, dans un premier temps, c'était la pommiculture,
à moindre coût, mais avec un minimum d'impact sur l'environnement. Et c'est ça que j'ai fait toute ma vie. Mais, tu sais, tu joues avec des boules. C'est comme un... Tu sais, ceux qui ont des boules dans les airs, là, ils ont... Des jongleurs, là. Ouais, c'est les jongleurs. Ils sont rendus, whoop, t'as 2 boules, whoop, t'as 4 boules, whoop. Rendu à 8 boules, là, ça commence à être dur. Là, il faut que tu fasses... Quand tu es en pomiculture, il faut que tu fasses une espèce de jonglage entre les multiples espèces d'insectes et les traitements fongicides contre le mildiou. La tavelure, pardon. Tavelure. Ben, il y a du mildiou aussi, mais il y a de la tavelure, beaucoup. Ça, la tavelure, elle va faire des taches, les pommes. Oui, mais si un arbre, si un pommier est très, 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 très tavelé, autrement dit, s'il y a une perte de contrôle, ben, l'année d'après, il n'y a pas de pommes. Est-ce que c'est parce que l'arbre se protège puis se refait des forces pour l'autre année d'après? Ou... Ben, c'est qu'il y a une série de réactions biochimiques qui sont enclenchées. Puis effectivement, fait que tu n'as pas de floraison l'année d'après. Là, on rentre dans un mode de discussion extrêmement intéressant, c'est-à-dire que le pomiculteur, si on prend ce scénario-là, le pomiculteur... Parce que là, tu sais, excuse-moi, mais j'imagine que le fait d'étudier les insectes, oui, ça t'a amené par la bande à étudier toutes plein de choses sur le pommier en tant que tel. On n'a pas le choix. On n'a pas le choix, Christian. Parce que là, tu vas voir des insectes, tu trouves la maladie en même temps. Là, c'était même pas ton domaine de recherche, mais j'imagine qu'il y a quelqu'un d'autre dans ton équipe qui va faire cette recherche-là d'une certaine façon. C'est une filière. Ouais, oui. OK, c'est une filière. Fait que tu pars de la plantation. Ensuite, pendant 3-4 ans, chez un pommier, tu n'as pas de production. Ensuite, tu as un début de production. Ensuite, c'est des plantes pérennes. Hein? Ça dure longtemps. Tes plantes, puis ça dure longtemps. Comme plusieurs autres plantes, la vigne, par exemple. Mais tu ne peux pas te promener. Tu n'es pas sur une île. Les producteurs ont des problèmes. Tu les écoutes. Bien, j'ai des problèmes de tavelure. OK, moi, je suis en entomologie. Je n'ai pas tout l'équipement intellectuel pour adresser ça. De toute façon, il y a quelqu'un qui travaillait là-dessus. Oui, puis probablement, lui, un problème de tavelure, là, présentement, c'est pas les insectes son problème, là. C'est pas les insectes qui regardent, lui, regardent la tavelure, là. C'est correct, mais ça, c'est un producteur, mais il y a plus qu'un producteur. Mais sur le long terme, mettons, sur 3, 4, 5 ans, tu as toujours des problèmes d'insectes. Tu peux pas dire, on va se croiser les bras, on va rien faire, puis on va laisser... le charançon de la prune affecter 85 des pommes qui ne seront pas vendables. Fait que c'est un jeu d'équilibrage entre ce qui est immédiat et ce qui est moyen terme. Tu as une vision à moyen terme. Puis là, ben, on rentre dans le domaine intéressant de mesurer les choses. Très, très tôt, moi, j'avais un vieil entomologiste, Marcel Mailloux, qui travaillait au MAPAC, qui m'a pris sous son aile. Il est un plus praticien que moi. Moi, je suis plus chercheur, mais je suis devenu chercheur praticien avec la force des choses, à force de côtoyer des gens comme Marcel Mailloux, qui est décédé aujourd'hui. Ce qui était intéressant dans son approche, c'est que lui, il mesurait. Je vais te donner un exemple. Il allait dans les vergers de façon systématique à la fin, puis il disait, OK, on prend 1000 pommes à la récolte, puis on évalue les dommages causés par les insectes sur ces pommes-là. Bien, à l'an 1, mettons, je sais pas, on va dire 2000, tu as 15 de dommages de charançon, 5 de dommages de ceci, de tous les insectes. Bien là, tu as un an de fête. Mais quand ça fait 10 ans que tu fais ça, tu vois des tendances. Tu dis, là regardez bien, là, depuis 10 ans, là, par exemple, l'Hoplocamp, il n'en avait pas, c'est un autre insecte. Là, vous commencez à en avoir, peut-être qu'il faudrait investir là-dedans, là, peut-être en recherche, on se comprend. Là, oui. Pour manager, pour gérer la situation. On ne gagne jamais avec les insectes. Tout ce qu'il faut faire, c'est gérer la situation pour avoir le moins de dommages possible. Tu disais qu'il y a un nouvel insecte, mettons, qui est apparu. Est-ce qu'avec le temps, il y en a qui sont disparus? C'est des disparitions qui sont relatives en termes d'importance. Il y en a qui sont cycliques, oui. Le cas le plus connu au Québec, c'est en foresterie, c'est la tordeuse des boujons d'épinette, qui a un cycle de presque 20 ans, 25 ans. Que si tu ne fais rien, le cycle naturel est très, très long.
Mais 25 ans, c'est la vie d'un homme ou d'une femme. C'est la vie professionnelle. 25 ans, c'est une génération. Oui, c'est ça, mais tu t'engages une jeune entomologiste, on va le dire comme ça. Puis là, dans 25... Elle est au bas de la courbe ou en haut de la courbe. Bien, dans 25 ans, ça va être le cycle. Fait que, tu sais, c'est presque une carrière au complet à temps plein. Ça, c'est en foresterie. En agriculture, ce qui s'est passé, ça a été un peu différent. On avait au départ... parce que, tu sais, à la fin, là, on s'assoit tous alentour d'une table puis on fait des programmes de lutte qui comprennent différentes interventions. Ça peut être des insecticides, ça peut être des fongicides, ça peut être des méthodes culturelles, ça peut être Tous les chercheurs sont au bord de la table pour... t'as pas le choix. toute la filière. C'est ça. Ce qui est important dans la filière, c'est ça. Dans la filière production-protection. Après ça, la commercialisation, on ne touche pas à ça. À moins qu'eux autres nous appellent et qu'il y ait un problème à résoudre en post-récolte. Mais revenons sur le... Fait que là, tu dis, oui, on a un programme, puis le programme est stable par rapport aux problèmes qu'on fait face aujourd'hui. Un coup, le téléphone sonne. Puis, c'est pas des farces, c'est arrivé. Le téléphone sonne, Charles, là, on a un insecte, on a des drôles de dommages, on se demande c'est quoi. T'es où? Je suis à Hemingford. Attends, je vais aller voir ça. Prends des photos, collecte les pommes, etc. Mets ça dans l'alcool, m'est arrivé la semaine prochaine, on va dire. Parce que cette semaine, j'ai quelque chose à faire. OK. Dans le fond, tu mets les insectes dans l'alcool pour qu'ils se conservent? Oui. OK. À défaut d'avoir du formol. Le formol, c'est dangereux. Tu mets des insectes dans l'alcool 70, tu peux en trouver dans les pharmacies partout. Oui. C'est pas cher, puis ça conserve des années. OK. C'est l'idéal. Puis aussi, si tu fais des études d'ADN, ça arrive des dizaines d'années plus tard après que j'ai commencé, t'es correct aussi. Fait que, en tout cas, fait que là, tu vas là, puis tu te dis, oh, boy, un peu, là, tu regardes les dommages, puis tu te dis, là, ça ressemble à de l'Hoplocampe. Mais de l'Hoplocampe, il n'y en avait pas au Québec. Là, tu te mets à lire là-dessus, si tu ne connais pas. Puis là, Hemingford, c'est pas mal sur le bord des lignes aussi. Fait que c'est exactement ça. Ça s'en vient en montant. Là, tu te dis, regarde bien. Là, prochaine table de concertation, tu te dis, il y en a combien? Tu prends des photos, puis tu projettes ça, puis il y en a combien qui ont vu des dommages comme ça? Là, il y a des mains qui se lèvent. Là, tu t'aperçois que c'est pas à Québec, mais c'est surtout en Montérégie, on va dire. C'est pas au lac Deux-Montagnes à Saint-Joseph. Là, tu vois le front arriver. Fait que c'est là, il faut que tu ailles pour collecter des insectes ou des informations pour rendre service à l'industrie, pour comprendre. Parce que là, tu as lu des articles. Ça vient de l'Europe. Il y en a aux États-Unis un peu. L'insecte est rentré pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1941, par Long Island, État de New York. OK. Puis tranquillement, il a monté dans tous les États de la Nouvelle-Angleterre, tu sais, New Hampshire, Vermont, New York. Puis là, tranquillement, pas vite. Tu sais, un insecte, ça n'a pas de passeport. Hein. Ça traverse la frontière américaine. Ça n'a pas besoin d'un passeport. Un gros peu orange, ça n'a pas besoin d'un passeport. Fait que là, pendant des années, tu travailles à résoudre ce problème-là pour minimiser les dommages. Ça a fini, ça, l'Hoplocampe, par un programme de lutte biologique. J'ai fourni j'ai rempli des formulaires, des demandes de fonds. Je suis envoyé ça à Ottawa. On a importé des parasites à partir de la Suisse. C'est basé en Suisse, mais eux autres, ils allaient partout, en Allemagne, en Pologne, etc. Tout ça sur la foi de lecture qu'on a faite, puis d'observation des publications qui ont été faites, beaucoup en Europe, un peu aux États-Unis. Puis les Américains n'étaient pas rendus là. Nous autres, on a été là assez vite. On les a importés, on les a relâchés dans une ferme expérimentale fédérale de Fredericksburg qui n'était pas traitée avec des insecticides. Donc, les parasites ont pu survivre. On ne les tuait pas avec des insecticides la première année, autrement dit. Ça valait assez cher l'insecte. Alors, on fait des choses comme ça.
Mais au fil des ans, tu sais, et là, à ce moment-là, l'Oplocamp en particulier, ça posait un défi pour ceux qui connaissent la pomiculture. Le pommier pour produire une pollinisation croisée obligatoire. Ça prend absolument. Il y a des fleurs mâles, des fleurs femelles. Entomophile, avec des insectes. Oui. Dans le fond, les abeilles sont importantes pour ça. Pas le vent, là, pas la gravité. C'est absolument des insectes. Alors, agronomiquement, tu ne peux pas traiter avec des pesticides pendant le temps de la floraison. Sans ça, tu tues tes rendements. Tu n'auras pas de pommes. OK. Alors, mais l'Oplocamp, les adultes volent pendant le temps de la floraison. Il est synchronisé comme ça. Ah, c'est bonac. Fait que là, tu as un défi supplémentaire. Là. Bien, c'est-à-dire, là, ça gère de l'anxiété auprès des pomiculteurs. Toi, il faut que tu te dises, bien là, attends un peu, là, on va l'observer, on va le mesurer. Et quand il n'y a pas de traitement, puis quand tu fais des traitements, tu débalances. Là, on va le faire comme ça. Puis là, tu t'aperçois qu'à force de lire puis d'observer, bien là, tu as une fenêtre d'intervention qui est très, très, très rapprochée de la chute des pétales. Tu sais, en fin de compte, tu as la floraison, oui. la pollinisation. Oui. Quand le fruit est quand la fleur est pollinisée, elle se referme. Tu as la nouaison, le début du petit fruit, puis tu as la chute des pétales. Puis là, tu as le petit fruit qui va grossir de façon incroyablement rapide. Puis c'est là qu'il faut que tu interviennes pour tuer l'Oplocamp avant que les œufs rentrent dans la pomme. Avant que les œufs éclosent et que la larve rentre dans la pomme. Okay. Fait que tu as une fenêtre très, très étroite. 3, 4, 5 jours, pas plus. Il faut que tu sois timé en tabarouette. Il ne faut pas qu'il mouille. Bien, de ça, tu n'as pas de contrôle sur la pluie. Non, c'est ça, mais... C'est un agriculteur, Christian, oui, tu le sais. Ben, c'est ça, tu as un timing précis. Tu n'as pas 3 semaines pour le faire, là. T'expliques ça. T'expliques ça aux producteurs. T'expliques ça aux agronomes. Puis c'est ça. C'est fait de même. Ouais. Parce qu'une fois que la larve est dans le fruit, c'est fini. Tu ne peux pas l'atteindre. Non, c'est ça. Ah, ça, c'est pour ça que ça prenait des parasites. Ben, la pomme va peut-être au jus, mais le jus, tu obtiens moins d'argent quand la pomme va au jus que quand tu la vends au frais. Sais-tu qu'est-ce qu'il y a le pire que de trouver un verre dans une pomme? 2 verres. Une moitié de verre. Oui. Oui, c'est vrai. Quoi qu'aujourd'hui, il y en a qui mangent des insectes. C'est de l'entomologie alimentaire. mais c'est une grande tendance, ça, l'entomologie alimentaire. Mais si on revient à l'agriculture, ben en fait, c'est de l'agroalimentaire, les insectes qu'on élève pour la nourriture. Tu sais, oui. Mais si on revient à l'entomologie agricole que j'ai pratiquée, au fil des ans, ce qui est arrivé, c'est que, tu sais, il y a eu beaucoup d'espèces invasives qui sont venues en Amérique du Nord, en général, au Québec en particulier. Il y en a eu beaucoup. Pourquoi? Pourquoi au Québec en particulier? Ben, c'est parce que je vais te parler des insectes du Québec, mais il y en a eu aux États-Unis, il y en a eu dans l'Ouest, il y en a eu au BC. Je te parle juste en particulier, mais il y en a eu partout. Là, tu sais. Nous autres, moi, j'étais basé ici, fait que de façon naturelle, il faut que je parle, que j'essaie de résoudre des problèmes québécois. Je travaille pour le gouvernement fédéral. C'est très bon aussi de dire, bien, il y a un problème canadien, incluant le Québec. On va le résoudre. On l'a fait. Je vais te donner un exemple, puisqu'on parle d'agriculture. À un moment donné, on reçoit une espèce d'avis. Il y a des phytoplastes qui ont été trouvés en Colombie-Britannique associés à des vignes. OK. Bon. Pour tes auditeurs, un phytoplaste, c'est quelque part entre un virus et une bactérie. Donc, c'est unicellulaire, c'est très petit, c'est quelque part entre un virus et une bactérie. Donc, c'est une forme de maladie, si tu veux. Mais tu as 2 sortes de phytoplastes. En gros, du point de vue de l'être humain. Tu as des phytoplastes de quarantaine, puis tu as des phytoplastes naturels qui sont dans la nature,
Ils ont évolué, ils ont coévolué sur des milliers d'années, il n'y a pas de problème. Les phytoplasmes de quarantaine, en viticulture, tu en as 2. Le bois noir puis la flavescence dorée. Et ça, tu as ça en Europe, sur les vignes. Ici, on n'avait pas ça. En Amérique du Nord. En Amérique du Nord, ils en ont trouvé dans une espèce de vignoble, si tu veux, ou une pépinière, pardon, en Colombie-Britannique. Là, tu arrêtes tout. Pourquoi? Parce que ceux-là, ces phytoplasmes de quarantaine, sont à déclaration obligatoire et ils sont extrêmement dommageables sur le plan économique. Qu'est-ce qu'ils font? Une fois qu'ils sont rentrés dans la vigne, ils se promènent dans tout le plant, puis le plant va mourir. OK, ils se promènent dans la vigne, dans la vigne. Ils voyagent par les sèves de la plante, là, si on veut. Oui, exactement. Puis ils se développent là. Le plant va mourir 1 an, 2 ans, 3 ans plus tard. Bon. Il meurt à petit feu. Là. Il n'y a pas de produit pour enlever le phytoplasme une fois qu'il est rendu dans le plant. Il n'y en a pas. OK. La seule méthode de contrôle, c'est l'arrachage du plant, ce qui coûte une fortune. Puis là, en disposer, c'est ça, en disposer. C'est ça. Faut que tu le brûles, tu n'as pas le choix. Parce que si tu le brûles pas, ton phytoplasme va continuer à vivre. Pourquoi moi, je suis là-dedans? Bien, c'est simple. Les phytoplasmes sont transportés par des insectes, des cicadelles. OK. Alors, si tu ne veux pas qu'il y ait une dissémination dans un vignoble, c'est-à-dire d'une vigne à l'autre, dans un vignoble, ben, il faut que tu gères les insectes pour pas qu'ils le transportent. Qu'ils le transportent. Puis qu'ils le disséminent. Fait qu'on vient un peu à le moustique qui transmet des maladies, mais là, exact. La cicadelle, t'as dit? Les cicadelles. Les cicadelles qui transportent le phytoplasme avec eux. Et c'est là qu'est le problème. C'est-à-dire que, comme le problème est nouveau, là, on parle de quelles années à peu près? Là, quand on est en 2007. 2007, OK. Ouais. C'est quand même assez récent. Oui, mais il y en a d'autres histoires après que je pourrais raconter. Oui, là. oui. Mais là, on est en 2007. Il y a quelqu'un qui me dit, c'est une femme de Saskatoon qui me dit ça t'intéresse-tu? Oh, oui, parce que nous autres, on a des vignobles au Québec qui sont en pleine croissance. L'industrie est en croissance formidable. Il y en a en Ontario, il y en a en Nouvelle-Écosse, puis il y en a en Colombie-Britannique. On pourrait faire un projet pan-canadien. On réussit à Niagara aussi, il y a beaucoup de vignes. En Ontario. Oh, c'est énorme. C'est énorme. En fait, c'est ça l'affaire. C'est énorme dans le sens que quand on parle d'une industrie en pleine croissance, on est de l'ordre du milliard et plus par année, là, sans compter tout l'agrotourisme. Oui. Surtout relié au verger, aux vignes, je veux dire. Là. Aux vignes. L'industrie du vin. Parce que là, l'agrotourisme, c'est que tu produis des raisins, tu les transformes en vin, donc tu as une valeur ajoutée drette là. Le vin se conserve mieux que les raisins, donc ça va. Mais les gens partent de Montréal ou de Toronto ou de Vancouver, puis ils viennent d'un vignoble, puis il y a des restaurants, qui ont dans le vignoble, puis bon. Puis là, ils achètent une caisse. Puis il y a des boutiques. Ils achètent des casquettes. Fait que, c'est ça le tourisme. Ils viennent, il y a une chambre d'hôtel à partir de, mettons, Vancouver, pour traverser les Rocheuses, aller dans la vallée de l'Okanagan. Tu vas coucher à Penticton ou une place, ou Kelowna, une place. Même chose ici. Partout, les vignobles, c'est du gros agrotourisme. Mais là, tu mets tout ça à terre, si les cicadelles rentrent avec des phytoplasmes à déclaration. C'est l'industrie au complet que tu crées sa terre. Plusieurs milliards. Oui. Fait que, bon, mais là, on part de rien. On l'a-tu au Canada? Non, on ne l'a pas. Mais on le sait-tu? On a-tu déjà regardé? Non, on n'a jamais regardé. Bon. Là, on se forme une équipe du monde de Saskatoon, du monde de Saint-Jean-sur-Richelieu, puis du monde de Kentville. Puis on va dans les vignobles, on prend des échantillons. Kentville, ça, c'est en Ontario? Non, c'est en Nouvelle-Écosse. Okay. Oui, ça, c'est des vignobles de la Nouvelle-Écosse qui sont aussi en très forte croissance. Le monde part d'Halifax, puis ils vont faire des tours, ils achètent 2 caisses de vin, puis ils retournent, puis ils sont bien contents. Ils ont mangé dans les restaurants. Dans le vignoble même. Puis c'est extrêmement agréable. Moi, je l'ai fait, puis
Je l'ai fait partout. Là. Je l'ai fait en Ontario, à Kenville. Puis je l'ai fait en Europe aussi. Mais là, en Europe, tu regardes comment c'est fait en Europe, la gestion de ce problème-là. Je vais te donner un exemple en France. En France, c'est le préfet qui gère ça. Donc, en France, il y a des départements, mais ça, c'est la France, là. Il y a des préfectures. C'est le préfet qui dit... Donc, ça, c'est une région donnée, mettons la Champagne, qui est pas loin de Reims, t'as le Bordelais, tu sais... bon. Ah, Nous autres, au Québec, les préfets, c'est un préfet de la MRC. C'est le boss de la MRC. Oui, mais on n'a pas la même, on n'a pas la même organisation. Oui, c'est un territoire, mais aussi là-bas, ça confère certaines responsabilités. Le préfet. Et c'est le préfet en France qui fait ça. Écoute bien ça, là. Tu as des arrêtés préfecturaux. Donc, le préfet envoie un email ou une lettre aux viticulteurs. Puis j'ai des copies là, de email. Bon, là, traitement obligatoire le 5 juillet dans ta région, dans ma préfecture, hein, suivi d'un autre traitement, j'ai dit le 5, OK, le 10 juillet. Obligatoire. OK. À défaut de quoi, là? Ça peut être un fongicide, un insecticide ou de... Insecticide obligatoire contre les cicadelles. OK. Puis là, quand on est rendu là, t'es pas en floraison, quoi que ce soit, dans les vignes, je connais pas ça. Non, t'es dépassé à floraison. Okay. T'es presque en véraison, c'est-à-dire que t'as un point où là, le sucre commence à s'accumuler, le fruit est en croissance, mais t'es à peu près à mi-chemin entre la floraison et la récolte, à peu près, peut-être un petit peu, peut-être au 35-40 % du développement en terre, là, puis en stade phénologique. Mais ça veut dire que tu es obligé de faire 2 traitements en France. Hein? Nous autres, on veut tout ça au Canada. Attends un peu, là. Toute ma vie, j'ai essayé de faire comme le moins de traitements insecticides possible, mais avoir des solutions pour diminuer la marge. On ne veut pas embarquer là-dedans. Oui. Mais on a-tu le problème? Bon, là, on part. Mais les cicadelles qui sont des vectrices, donc qui transportent les phytoplasmes en Europe, bien, on en a ici, mais pas toutes. Ici, c'est pas tous les types de cicadelles qui vont transporter. C'est pas les mêmes espèces. On va faire ça comme ça. Fait qu'on s'en va dans le champ avec Julien Saguet, d'ailleurs, qui arrive dans le décor. Il a travaillé là-dessus avec nous autres. On l'a engagé. Julien Saguet qui a fait un podcast avec toi il y a quelques temps. Là, qu'on se promène dans les vignobles, on fait notre bout. C'est-à-dire, au Québec, il y a celle qui est à Kenville, en Nouvelle-Écosse, ça fait son bout, par exemple. Puis on envoie ça à Saskatoon. Puis là, avec des analyses moléculaires, bien, y en a-tu, oui ou non, des phytoplasmes? Puis y en a-tu, oui ou non, dans les insectes? Mais là, on se met à trouver, c'est un peu plus compliqué qu'on pensait, parce que juste au Québec, il y a environ 100 d'espèces de cicadelles. Ça fait beaucoup de recherches à faire dans chacune d'entre elles au microscope. Bien là, ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas traiter tout le temps parce qu'il y a des cicadelles. C'est sûrement que si on se prépare à ça dans notre tête, là, on ne peut pas se mettre à faire peur au monde. Là. Mais pour faire une histoire courte, puis peut-être passer à l'autre sujet si tu veux, on n'en trouve pas de phytoplasme au Canada. Il y a beaucoup de présentations qui disent on n'a pas trouvé, on n'en veut pas. Puis là, la gestion des quarantaines a été renforcée. La gestion a été renforcée. Ça a passé par différentes méthodes. Mais là, on est prête parce qu'on sait quelles espèces on a de cicadelles, on sait dans quelle proportion qu'on a. Puis on a une des cicadelles qui peut transporter le phytoplasme doré, oui. Puis on ne veut pas l'avoir. Fait que on est tous en mode prévention, mais on sait aujourd'hui. Alors, on va passer dans les bleuets.
un jour, j'ai un téléphone. C'est souvent soit un email, soit un téléphone. Parce que tu travailles des pommes, des bleuets, des Vignes. vignes, puis Les fraises. les fraises, OK. Mais les fraises, à un moment donné, j'ai transféré dans les vignes, qui était une industrie en croissance, puis tout était nouveau. C'est formidable. C'est de l'argent. Tout est à faire, là. Tout est à faire. Tout est Tu partais d'une feuille blanche, là, ben des gars. Puis... Absolument blanche. C'était très bien dit, Christian. Très bien dit. Là, sur un téléphone, on a des phytoplasmes d'un bleuet à corymbe. Des bleuets, hein? En corymbe. Donc, le bleuet géant. Pas le bleuet nain du lac Saint-Jean, le bleuet géant. OK. Ben, je travaillais dans les bleuets, j'avais travaillé sur la mouche. Des vrais bleuets, là. Non, tu peux pas dire ça. Pour faire une tarte, Si mettons, tu dis ça au lac Saint-Jean, ton podcast passe même pas. Bien, ça, c'est un autre sujet. Moi, je travaillais, je reçois le téléphone, puis je le prends, puis bon, je pense à ça, les phytoplasmes, parce que j'étais connu. J'avais travaillé sur la mouche du bleuet aussi. Ça, c'est un autre sujet, si tu veux aborder. On peut l'aborder plus tard. On va finir les phytoplasmes. Là, dans le bleuet, tu regardes ça, c'est pas comme les vignobles. D'un point de vue scientifique, là, tu regardes la littérature scientifique qui a été faite dans les phytoplasmes des bleuets, des vignobles, pardon. Oh, tu as peut-être 2-3 000 articles faits, beaucoup en Europe. Mais les phytoplasmes des bleuets, 15 articles. 15. D'accord. Fait que là, Tu pars avec une feuille blanche encore tu une passes fois. à la feuille blanche, tu as moins à lire, mais là, tu as plus à penser. Puis ça, c'est ma job, penser. Fait que, ou c'est une partie de ma job. Là, tu regardes ça, puis tu regardes, oups, au New Jersey, tu lis partout, là. Tu veux profiter de ce que les autres ont fait, te sauver du temps et de l'argent pour être au service de l'agriculture. C'est ça l'affaire. Il n'y a pas d'autre chose, là. Moi, je suis payé pareil. Mais c'est les agriculteurs qui sont pris avec le c'est ça. problème. Là, tu regardes ça, OK. Il y en a dans le sud du Québec, en Montérégie encore. C'est bon. Il y a un article, un petit article de Sur le rien. bord des lignes où il n'y a pas de mur étanche. C'est bon, là, regarde. Mais tu pars avec ce constat-là. C'est un constat. Là, tu te dis, là, tu vas voir ça, tu lis, puis tu regardes, tu dis, au New Jersey, il y a un seul traitement sur le bleuet géant, le bleuet en corymbe. Ils appellent ça High Bush Blueberry en américain. C'est ceux que tu achètes chez IGA, chez Maxi, etc. C'est ceux-là que tu achètes. OK. Ceux du lac Saint-Jean sont transformés la plupart du temps. Parce qu'ils ne sont pas assez beaux. Non, c'est parce qu'ils ont développé complètement un autre type d'industrie qui est correct. Mais eux autres, c'est plus dans des... comme une bleuetière, plus un champ, c'est plus... comme ici, là, pas bien loin, on a des vergers, puis ils ont des bleuets. C'est comme planté en rangée. Oui, c'est comme ça. Vraiment une plante. C'est là, ça. puis, Le high bush, c'est du bleuet cultivé en rang. Oui, c'est ça. Tandis que au lac Saint-Jean, qui est une production immense, extrêmement importante pour la région, je comprends ça, c'est aménagé. C'est-à-dire que le low bush, qu'ils appellent, donc le bleuet nain en français, qui est une autre espèce complètement, les bleuetières sont aménagées. Donc, ils brûlent entre les plants, puis tout ça, mais ils ne les plantent pas, ils se reproduisent eux-mêmes. Mais ils ont d'autres sortes de problèmes agronomiques, qui ont d'autres considérations, mais c'est une industrie extrêmement florissante, avec beaucoup de transformations, ce qui amène de la valeur ajoutée. Mais si on revient sur le phytoplasme, après, si tu veux me poser une question, je n'ai pas de problème. Non, c'est parce que là, je regarde ça de la manière qu'eux autres c'est fait, c'est comme dans une terre à bois. Fait que là, eux autres, ce serait-tu plus une entomologie forestière? Tu es entre les deux, justement, parce que tu n'as pas de densité comme telle, comme on peut faire ici avec le bleuetier en corymbe. Moi, j'avais une productrice qui avait des phytoplasmes à Yamaska, pas loin d'ici. Là. Mais, fait que, excuse-moi, Christian. Fait que là, ce qui arrive, c'est que
tu regardes ça, tu te dis, wow, attends un peu, il n'y a rien de connu. Fait que là, ce qu'on a fait, c'est qu'on repart à la base. Au New Jersey, comme je disais, il y a un traitement insecticide fait en post-récolte. En post-récolte. Une fois que les bleuets sont récoltés, donc au mois de, je dirais octobre, tu sais, fin septembre, début octobre, une fois qu'ils sont récoltés, bien comme il faut, là, pour tuer les cicadelles qui vont transporter le phytoplasme OK. avant qu'ils passent l'hiver. OK, parce que là, ils sont sur le plan encore. Là. Oui, mais ça, c'est ce que les Américains font. Nous autres, on fait rien. Un cicadelle? Non. Peut-être... c'est variable selon l'espèce, mais tu es en bas d'un demi-centimètre. Là. OK. Tu es en bas de ça. Puis ils ont des dessins sur les ailes. Si tu veux, je t'enverrai une publication pour les identifier, ceux des vignobles. On s'est mis en équipe avec un gars d'Ottawa qui avait des photos d'une centaine d'espèces d'adultes de cicadelles. Donc, c'est extraordinaire. Là, on peut les identifier souvent avec les ailes, les dessins sur les ailes, mais s'ils sont dans la colle, ils ne sont pas identifiables. Fait que là, ça dépend comment tu travailles. Oui, parce que la cicadelle, j'imagine. Ben là, je le vois, comme les ailes sont comme faites sur le long un peu, cet insecte-là. Oui, c'est ça. Oui, mais il y a un bec, il y a des pièces buccales comme ils percent les tissus, puis ils font comme les pucerons ou même les maringouins. Les maringouins prennent du sang. Là. Ouais, mais ils injectent, ils sucent un bord, puis ils pompent sur l'autre. C'est comme ça qu'ils mettent la malaria dans les êtres humains. Ah ouais, OK. Absolument. Tu peux pas juste sucer, tu vas venir la tête grosse de même. Il y a comme, c'est un mouvement bidirectionnel. Ils injectent les insectes hématophages, ceux qui mangent du sang, souvent injectent un anticoagulant pour continuer à pouvoir pomper. OK. Puis et c'est dans les glandes salivaires des moustiques que tu as la malaria. Ah, si bonne. Bon. OK. La même chose pour les insectes qui attaquent les plantes, les pucerons et les cicadelles. Ils prennent le stylet, ils s'en vont chercher de la sève, ils sucent la sève, mais ils injectent en contrepartie, pour garder une pression qui a du bon sens, ils injectent soit des virus, soit des phytoplasmes. Ah, si bon. C'est comme ça que le transport se fait. Est-ce que le phytoplasme, c'est quelque chose qui est naturel pour eux autres? C'est déjà dans comme la malaria, c'est dans le glande salivaire? Le phytoplasme n'attaque pas les insectes. Le phytoplasme, c'est phytoplasme. Il attaque les plantes. OK. Le maringouin, là, la femelle de maringouin, c'est toujours des femelles, là, parce qu'elle prend du sang pour la maturation de ses œufs, les œufs de ses petits, elle n'attrape pas la malaria. Ah non? Elle la transporte. Comprends-tu? C'est elle qui la produit, la malaria. La malaria, dans ses glandes salivaires, mais c'est pas grave pour elle. Elle vit sa vie normale de femelle maringouin. C'est elle qui la produit, la malaria. C'est pas quelque chose qui est arrivé là. Multiplie, oui. Elle y arrive là, mais elle multiplie. Oui, parce que si tu vas, par exemple, sur un être humain qui a la malaria, tu as une femelle qui va le piquer, elle va sucer du sang, mais aussi, en même temps, elle va sucer de la malaria. Puis là, ils vont se multiplier dans sa glande salivaire, puis le prochain coup, elle va aller voir un autre humain ou un singe ou une vache. En fait, des mammifères, en fait. C'est ça le problème. Il n'y a pas juste les êtres humains. Là, non, le sang chaud. Mais tu comprends l'affaire. Donc, tu as un réservoir. Une fois que tout le monde dans le village est bien plein de malaria, puis il y a des vaches qui ont de la malaria, tout ça, c'est un gros réservoir. La femelle, bon. Et c'est la même chose. C'est la même chose pour les plants. Tu veux pas... Mettons que tu as un plant de bleuet qui est infecté. Bien, là, la question, c'est si la cicadelle vient, elle va se nourrir là. Si elle va se nourrir sur le plant d'à côté... vas-tu le donner tout de suite? Et c'est là la recherche. Okay. Fait que là, non, mais on revient sur la recherche. Parce que tu as 15 articles de publiés, mais il n'y a rien là-dessus.
Est-ce que tu as fait des affaires en laboratoire avec ça, justement? On pogne un plant infecté, je sais pas. Tu plantes dans le laboratoire, tu en mets 10 autres qui ne sont pas infectés, juste pour voir combien de temps que ça prend avant que ça se transmette. Bon, c'est ça. Gabin, oui. La réponse, c'est oui, mais je vais expliquer la démarche, parce que c'est une démarche. Moi, je travaille avec un gars de Saskatoon, Tim Dumonceau, qui est un excellent moléculaire. Moi, je ne suis pas un moléculaire, moi, je suis un entomologiste agricole de terrain d'agriculture. Lui, il n'a jamais vu un plant de bleuet de sa vie. Mais les phytoplastes, il est capable de les séquencer rapidement, par moindre coût. C'est des milliers d'échantillons. Oh, oui. OK. Moi, je dis, écoute, Tim Dumonceau. Puis, il y avait une femme de Kenville aussi, en Nouvelle-Écosse. Écoutez bien, là. Moi, la façon que je le vois, je regarde le plan, parce que je connaissais le bleuet. Là. Tu sais, j'avais travaillé dessus, ça a mot du bleuet, puis tout ça. Bien, écoute, gamin, ce que moi, je propose, c'est qu'on va aller dans les bleuetières, puis on va avoir 2 sortes de bleuetières. Les bleuetières où les producteurs disent qu'il y a du phytoplasme. On est de bonne foi. C'est eux autres qui disent qu'il y a un plant qui est affecté. OK. Parce que tu le finis par le voir à un moment donné sur les feuilles, j'imagine. Oui, parce qu'à un moment donné, il y avait un producteur à Brigham, dans le canton de l'Est. Il m'a fait venir, il m'a montré son cahier, là, son cahier de champ. Là. Le pauvre gars, il avait arraché environ 600 plants de bleuets. Puis là, quand je te dis arracher, là, c'est que c'est pas facile. Il faut que tu aies une pépine pour l'enlever. Puis oui. là, combien de temps que ça prend avant de le remplacer par un autre plant? Puis on ne connaissait rien. Là. Oh, non, on ne connaissait rien. Ben, c'est ça. Le phytoplasme, est-tu dans le sol? Ah, OK, ouais. Il arrive là comment? On ne connaissait rien. Parce que ta feuille est encore blanche, là. Ben, tu sais, c'était au début d'une procédure, d'une démarche scientifique. Et agronomique aussi. Bon. Tout le monde est intéressé, tout le monde est un peu anxieux parce qu'il voit que ça peut être des milliers de dollars, la business. Bon, en tout cas, tu sais, ça, c'est l'état d'esprit. Si on revient à la science, écoute bien, Tim. Moi, ce que je pense qu'on va faire, on va prendre le plant de bleuet au mois de mai, mettons, quand il commence, parce qu'il perd toutes ses feuilles pour l'hiver. Oui. Bon. Quand il va y avoir des petites feuilles, je vais aller, à chaque semaine, je vais y aller. Puis je vais cueillir des petites feuilles, je vais les mettre, puis je vais te les envoyer à Saskatoon. Puis je vais prendre des racines, parce que dans le modèle vigne, ils passent l'hiver, les phytoplasmes passent l'hiver dans les racines. OK, ils descendent. Ils descendent dans les racines pour passer l'hiver en France. OK? En France. Mais ça, c'est le modèle qu'on a. On essaie de transposer ce qu'on connaît des vignes vers les bleuetiers. OK? Bon. OK, parfait. Il dit, ça va être tough d'extraire ça. Je dis, Gabin, je ne sais pas si c'est tough, mais si c'est ça la façon que... Fait que c'est ton problème d'essayer d'extraire les phytoplasmes des racines, si tu es capable. Si tu n'es pas capable, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Au moins, on essaye. Ensuite, dans les petites brindilles, OK? Pas les branches qui sont bien aoûtées, bien boisées, si tu veux. Dans les petites brindilles qui poussent et dans les fruits. Maintenant, les fruits, ça commence, c'est comme n'importe quoi. Des petits fruits blancs, des petits fruits verts, ensuite des petits fruits bleus pâles, ensuite des gros fruits bleus foncés que tu peux cueillir. Que tu peux manger. Puis ensuite, des fruits que si tu laisses sur le plant, ils vont commencer à ratatiner. Parce qu'ils vont se dessécher. Ils vont devenir mûrs, mais... hyper mûrs, puis ensuite, ils vont tomber si tu ne les ramasses pas. Oui, c'est ça. OK. Pour que les graines se reproduisent. Puis là, tu es rendu aux grosses feuilles. Après, tu sais, les feuilles ont une croissance assez prononcée jusqu'à peu près troisième début d'août, on va dire, dans ce plan-là. Ensuite, tu as les producteurs de bleuets qui disent qu'ils ont des problèmes. Moi, je m'en vais voir, je dis, OK, regarde bien là. Lequel plan qui a un problème, selon toi? Ah, ça va là. Rang 14, plan 8. OK, regarde bien. Ce qu'on va faire, elle dit que quand il est nain,
Ça fait 3 ans qu'il est nain. OK, c'est pas de problème. On peut-tu le laisser là pendant encore 2-3 ans? Moi, ce que je vais faire, je vais mettre un petit drapeau, puis je vais toujours revenir Allez le voir. prendre des échantillons là. OK. Ça, c'est un petit drapeau, mettons, bleu. Mais là, 20 plans plus loin, le plan il est beau. On peut-tu garder ce plan-là, pas récolté? Traiter normal. Vous faites ce que vous voulez, vous êtes chez vous. Vous le traitez normal, je ne veux pas intervenir dans votre plan d'intervention de protection. Mais je peux-tu compter sur vous pour les 3 prochaines années? Le projet dure 3 ans. On va comparer les plans qui sont suspectés d'avoir des phytoplasmes dedans avec les plans qui sont suspectés de ne pas en avoir. Fait que lui, celui qui est suspecté de ne pas en avoir est un peu comme ton témoin. C'est ça. Puis c'est un témoin visuel, parce que tu le regardes avec tes yeux, mais peut-être qu'il y a des phytoplasmes dedans. C'est le laboratoire de Saskatoon qui va déterminer s'il y en a ou il n'y en a pas. Alors, pour faire une histoire courte, on s'est dit, oui, mais là, ça n'a pas de bon sens. Parce qu'on ne peut pas dire aux producteurs, les regarder dans les yeux et dire, ben regarde, là, on va échantillonner, puis tu vas avoir des résultats l'année prochaine, tu sais. Fait que là, Tim, qui est un gars extrêmement compétent, il dit, oui, on pourrait même leur développer un kit. Un kit? Wow! Comment que ça coûterait à chaque échantillon? Puis à la fin, là, on a fait un kit moléculaire, on l'a développé. Puis là, tu peux prendre des échantillons au champ, avoir la lecture en dedans de quelques heures pour en bas de 5 $. Wow! Wow! Et ça, c'est devenu notre objectif à l'an 2. Puis l'an 3 a servi, l'an 2 a servi à développer le test. L'an 3 a le validé parce que tu ne peux pas avoir un test juste comme ça. Tu sais. Fait que, je ne sais pas si tu vois la procédure, la démarche intellectuelle qu'on a faite. Je reviens à mes échantillons que je prenais de façon systématique au mois de mai, puis j'y allais à chaque semaine. Fait que, à chaque semaine, je partais de Saint-Jean-sur-Richelieu, je faisais 350 km en auto pour faire le tour de mes bleuetières. J'allais prendre des échantillons, puis j'avais un échantillon systématique de toutes les parties de oui. C'est correct. Toutes les parties. J'ai un silo à grains avec une panne à grains. C'est correct, c'est correct. Je vais le mettre à l'arrêt avant qu'elle C'est parte. correct, j'ai eu un téléphone, t'inquiète pas, Christian. On reprend. Alors, à chaque semaine, j'avais un échantillon, ou nous avions un échantillon de feuilles, de fruits, de branches, de racines. Puis là, à un moment donné, pourquoi qu'on a fait ça? C'est qu'à un moment donné, on s'est dit, écoute, il faut savoir quand le prendre, l'échantillon. Tu sais, c'est comme la COVID, à un moment donné. Tu ne pouvais pas... c'est la même affaire. Et là, ça a payé parce que lui avait une analyse qualitative et quantitative. Ça veut dire quoi, quantitative? Ça veut dire qu'il pouvait doser la quantité de phytoplasme par millimètre, millimètre cube, on va dire, comme ça. OK? Ah ben là, ça change tout. Quand est-ce qu'il y en a beaucoup? Parce que si tu es en début de saison puis il n'y en a pas beaucoup des phytoplasmes dans le plan, puis tu as un test, puis tu t'en vas prendre des feuilles, puis tu testes, puis il n'y en a pas. Tu passes ton été de même, mais non, c'est pas ça. On a trouvé que c'est la 3e semaine de juillet, ici dans la région, en Montérégie, et la 1er de août, où est-ce qu'il y avait un maximum dans les bleuets? Ah! Ça veut dire que l'agronome ou la personne qui va prendre le test, ben il a juste à cueillir des bleuets bleus, pas des feuilles, pas des racines, pas des... Attends, on avait le mode d'emploi avec. Pour maximiser le résultat du test. Tu sais, je vais te donner un exemple. Puis moi, je lui disais ça aux producteurs. Chaque année, j'avais une présentation avec eux autres. On va prendre un test bien connu, des tests de grossesse qui sont en vente dans les pharmacies, par exemple, Pharmaprix, Jean Coutu, etc. Bon.
Un test de grossesse, ben, t'es enceinte ou t'es pas enceinte. Il n'y a pas de femme à moitié enceinte. Le test te dit si tu l'es ou pas. Ben, ça, il y a des hommes, ça a l'air, qui pourraient passer ce test-là. Mais ça, c'est c'est une autre affaire. C'est vraiment, c'est pas un sujet agricole. Là. Mais en tout cas, mais regarde, Christian, regarde bien là. Si tu as une pauvre jeune fille de 13 ans qui a peur puis qui prend le test elle-même, elle ne sait pas comment prendre le test. Ça a été démontré, puis je ne suis pas en train de parler contre personne, versus une infirmière ou quelqu'un ou un infirmier qui a beaucoup d'expérience pour faire le test. Bien, le test, il est vrai à au-dessus de 90 pour quelqu'un d'expérimenté, mais quelqu'un qui n'est pas expérimenté, qui est nerveux, etc., c'est en bas de 50 Il faut que tu saches comment prendre les échantillons puis comment les traiter. Puis nous autres, ce qu'on a fait, ça, c'est un test, il y en a-tu, il y en a-tu pas. Hein? T'es enceinte, t'es pas enceinte. Tout le monde connaît ça. Oui. Va le chercher, d'ailleurs, tu vas le trouver, ce que je viens de te dire, dans Wikipédia. Alors, tous les tests sont comme ça. Il faut vraiment que tu le prennes au moment le plus propice. Si on revient sur la discussion du bleuet, ben c'est quand le bleuet est bleu, 3e semaine de juillet, de première semaine d'août. Là, tu as ta fenêtre où est-ce que le test va performer le mieux. Mais c'est ça qu'on a offert. Après aussi, on s'est aperçu avec le temps que le phytoplasme ne se répandait pas de façon rapide, qu'un producteur pouvait laisser un plant qui dépérissait pendant quelques années parce qu'on n'avait pas exactement toutes les cicadelles pour le transporter. Après, ça vient de où? Ben, la grosse hypothèse, c'est que ça vient de pépinières qui n'ont pas été vraiment gentilles puis qui n'ont pas été bien normées. Là, OK. Ils ont laissé des plants laissé aller des phytoplasmés affaires. puis ils ont vendu des plants. Mais là, tu sais, on rentre dans un sujet qui n'est plus entomologique. Là. On rentre dans un sujet qui est la quarantaine, la gestion en amont, là, avant. Tu comprends? Puis on ne peut pas accuser personne, on n'a pas de preuves. Mais c'est ça l'affaire. C'est ça l'affaire. De quoi tu voulais parler après, c'est quoi? Veux-tu parler de la mouche du bleuet? Oui, ben c'est ça que je pense que c'est ça que On tu peut veux parler. peut-être terminer par ça. OK, un jour, je reçois un téléphone. Évidemment, ça commence toujours par un téléphone. Puis le gars est à Villeroy. Il travaille pour Fruits d'Or, sur le bord de la vin. Il dit, là, on a des problèmes. Il dit... Là, on est rendu à Canberge, là. Non, on est rendu dans le bleuet. Tant qu'on est bleuet, OK. Ben, ils font pas juste de la canne. Oui, ils sont en pays de Canneberge, mais ils ont des contrats de transformation de bleuet beaucoup. Nettoyage, tout, quoi. Puis je vais t'expliquer la problématique. OK. Le gars, il me téléphone, il dit, on a entendu parler de vous parce que vous avez travaillé sur la mouche du bleuet, son point de surfusion. Je dis, oui, c'est vrai. Le point de... Surfusion. Le point de surfusion, c'est que nous autres, on avait eu un contrat avec les producteurs du lac Saint-Jean qui voulaient savoir si la mouche pouvait passer l'hiver au lac Saint-Jean. Bien, pour passer l'hiver, il faut qu'elle survive à l'hiver. Ce qu'on a fait, puis il n'y avait pas de mouche au lac Saint-Jean, fait qu'on ne pouvait pas travailler là, mais on avait des mouches en Montérégie puis en Nouvelle-Écosse. Fait qu'on a travaillé avec ces insectes-là. Fait que, ce qu'on a fait, c'est que on a collecté des pupes. Les pupes, tu collectes ça dans le sol, des pupes de mouches du bleuet. Ça, c'est quoi ça, une pupe? OK, tu as l'œuf, la larve, la pupe, puis l'adulte, la mouche. Ah, quand il passe OK, ouais, là, c'est beau. Quand il passe de la larve à l'adulte, ils viennent dans un cocon. Oui. C'est là qu'ils se transforment. Pour tes auditeurs, ça ressemble à un genre de petite crotte de chevreuil bien petite, là, tu sais, ou une graine de... Mais c'est brun, c'est semi-dur, mais c'est une pupe. Le vrai mot, c'est pupe. Il n'y a pas d'autre mot, là. C'est un stade où est-ce qu'elle passe l'hiver, dans le sol. OK. Fait qu'ils sont au mode larve la première année, la deuxième année... Non. La femelle pond ses œufs dans le fruit, Oui. le bleuet.
Là, la larve se développe dans le bleuet. Elle mange tout l'intérieur de la chair du bleuet. Le fruit tombe et la larve rentre dans le elle tombe à terre. La larve rentre dans le sol et elle se transforme en pupe pour passer l'hiver. Passe l'hiver, le printemps prochain, les adultes vont émerger, puis les larves, les femelles vont encore piquer, pondre dans les fruits, puis là, le cycle reprend. OK. Bon. Ben là, l'idée des producteurs du lac Saint-Jean, j'ai un contrat avec eux autres, ça va bien. Peux-tu passer l'hiver au lac Saint-Jean? Ben, moi, regarde, je vais faire collecter des pupes en Montérégie, là où je sais qu'il y en a. Il n'y en a pas au lac Saint-Jean, je ne peux pas travailler là. Non, c'est ça. Là, ce qu'on fait, c'est qu'on prend des pupes, puis on fait deux choses. Il y a des pupes qu'on met dans des sacs. On prend les sacs, on compte le nombre de pupes. Mettons, dans le sac 1, il y avait 50 pupes. On le met dans un sac en nylon, on remet ça dans le sol, couvre ça avec des feuilles, exactement où on l'a Comme tu l'as trouvé. récolté, oui, trouvé, oui. Parce que dans le fond, ça va pas de 4 pouces en terre. Là. Ça reste plus à la surface. Des Ça feuilles. va dans les 5 premiers. 90% des pupes vont dans les 5-8 premiers centimètres. OK. Fait qu'on le met à peu près comme 2 ça. pouces, 2 pouces et demi. Puis on se met un petit drapeau. Puis l'hiver, ouais, 3 pouces de terre. on se met un petit drapeau, un petit drapeau. Puis on sait la coordonnée GPS où on les a mis. Puis on va les chercher au mois de décembre, au mois de janvier, au mois de février. On envoie du monde dans la neige. OK. Puis on regarde quoi? On détermine le point de surfusion. Le point de surfusion, c'est quand tu as un animal, on va dire, mettons une pupe, qui est à peu près un petit peu en bas de 1 cm. C'est comme un cigare. Ça ressemble à un cigare, mais OK. c'est fermé aux deux bouts. Là. C'est brun. C'est ovoïde. C'est comme un cigare, mais comme fermé, là, arrondi. Puis là... Un ballon de football. Oui, oui, c'est ça. Ça, c'est une bonne image. Puis là, mais petit, là, t'as de l'eau là-dedans. Si l'eau gèle, t'as des cristaux qui se forment, ça va complètement tuer la larve. OK. Pas la larve, la pupe. Parce que t'as des cristaux. Quand toi, t'es gelé, l'eau... Oh, oui. OK, ça va la tuer. Alors, il y a un principe physique qui veut que quand tu prends un corps ou une pupe, ça peut être d'autres choses, tu la soumets, mettons, à une température qui baisse tout de suite avant que les cristaux se forment, tu as un signe exothermique, c'est-à-dire que tu as une remontée de la température avant que ça pète, avant OK. que ça gèle. Une petite remontée que tu peux mesurer. OK? Ben ça, tu lis, c'est ça la recherche. Là. Bon. Oui, oui. Alors, on prend des pupes, on met des électrodes à côté, puis on les met dans un environnement où la température... On les met dans une boîte de styrofoam, puis là, ça... Là, il y a de la... comme la glace, mettons, sèche. OK. Ça fait que ça va... De l'azote, dans le fond, là, ouais. Pas de l'azote, mais c'était de la glace sèche. L'azote, c'est moins 200 quelque chose. La glace sèche, c'est moins 70. Puis c'est industriel, la glace sèche. Oui, là, ouais. Tu peux, avec des gants, tout ça, puis bon, tu t'arrêtes. Fait que là, tu les mets dans un environnement où la température va descendre, puis là, tu mets un thermocouple sur la pipe, puis tu en mets, puis tu mesures la température dans l'enceinte, puis sur la pipe. OK. Puis, tu as des fils qui sortent, tu branches ça dans un ordinateur, parce que tu peux mesurer la température de même. Tu pars l'affaire, la température descend, puis là, tu mesures, puis d'un coup, whoop, la pupe, elle meurt. Tu as une réaction exothermique, tu as un petit... Et c'est ça, le point de surfusion.
Pourquoi je te parle de ça? Parce que si on connaît le point de surfusion, ben, on sait qu'elle va mourir à cette température-là. Pour les peuples du Québec, de la Nouvelle-Écosse, la réponse, le point de surfusion, c'était à peu près moins 22. Puis j'avais publié là-dessus. Maintenant, si tu vas, par exemple, prendre les données météorologiques partout, puis tu vas au lac Saint-Jean, puis tu mets des thermocoupes dans le sol à 5-8 centimètres dans le sol, puis tu t'en mets à 1 mètre, tu t'aperçois qu'à cause de la neige, la température ne descend jamais en bas de moins 10, même s'il fait moins 25 dehors. Ouais, c'est un isolant, ça, là. Voilà. Alors, tu reviens, puis tu dis aux producteurs qui t'ont donné un contrat, si la mouche, elle vient ici, elle va être capable de passer l'hiver. Parce que son point de surfusion est à moins 22, mais il ne fait jamais moins 22 dans votre sol à cause de la neige. Il ne fait pas plus que moins 10, même moins 5. Il faudrait que ça gèle bien dur avant qu'il se mette à neiger. Mais souvent, il se met à neiger avant qu'il se mette à faire fret. Elle peut passer l'hiver. C'est ça. C'est pas les hivers qui vont arrêter la mouche. Je suis obligé de vous dire ça. Non, parce que si les hivers tuaient tout, on n'aurait pas d'insectes. Si on revient à Parce qu'il y en l'histoire... a beaucoup des insectes, justement. Mettons comme comment ils appellent ça, les abeilles solitaires qui font l'uni dentaire. Oh, absolument. Ben oui, ben oui. Au printemps, ça repop. C'est quoi, les bourdons? Oui, Ça meurt à ben, tous les ans. Ça repop au printemps. Fait que, c'est des peuples qui... Oui, c'est ça. Ben, si on revient au monsieur de Villeroy qui m'appelle, lui, il savait que j'avais travaillé là-dessus. Je ne sais pas comment, mais il savait. Bien sûr, il n'y en a pas beaucoup dans le monde qui avaient fait ça, mais il y en avait aux États-Unis, par exemple. Mais là, il m'appelle, viens me voir. OK. Là, il me dit, regarde, là. Lui, il y a des camions qui viennent du Nouveau-Brunswick, qui amènent des bleuets pour faire, parce que lui, il est en mode de transformation. Il fait soit de la gelée, pas de la gelée, mais il prend des bleuets, il les lave, puis là, il fait comme de la pâte pour faire des tartes aux bleuets. OK. Du pie filling. Hein, bon. Ou il congèle, puis là, c'est un autre marché, mais tu sais, il est en transformation, puis tu vois l'affaire, c'est bien exécuté, là, c'est professionnel, puis impressionnant. Je dis, oui, mais pourquoi vous m'avez appelé? Ben, il dit, regarde bien. Quand un camion part avec des crêtes de bleuets qui sont normées maintenant, sont en plastique, normées. La grosseur est normée, la hauteur, la sorte de plastique, c'est du plastique alimentaire. Oui, pas n'importe quel Tu es plastique. d'accord avec moi? Oui. Puis ils sont normés pour être empilés dans le camion. Fait que tu peux les empiler, tout ça. Lui, il était obligé par le fédéral de traiter les contenants de plastique recyclables là, avant de les retourner dans la chaîne dans la chaîne agroalimentaire. OK? Oui, parce qu'en bois, t'as beau le laver, c'est tellement poreux que ça marche pas, là, que les maladies Mais pourraient c'est rester en dedans. plastique, là. C'est ça, en plastique lisse qui n'est pas poreux, là, Alimentaire, etc. Ouais. On est d'accord. Mais lui était obligé, pour être conforme à la réglementation fédérale, de les tremper dans de l'eau, de les laver, puis de les mettre 30 jours à 0 degré. OK. Le gars, il dit, écoute, Chris, c'est un investissement, tabarnak, faire un frigidaire pour te reposer des caisses vides. pas rien que ça. Tu as des caisses comme ça, valaient à l'époque 15-20 $ par contenant. Tu peux pas avoir un capital immobilisé pendant 30 jours. Ben non. Tu as intérêt, en tout cas, à le faire tourner plus vite. Tu es d'accord avec moi? Ben oui, c'est sûr. Je suis d'accord avec vous, vous avez un problème, mais pourquoi vous m'avez appelé? Ben, il dit, regarde, tu as travaillé sur le point de surfusion de la mouche, tu vois? Il dit, c'est combien? Ben, je dis, regarde, c'est public, c'est publié, c'est moins 22. Ben, il dit, si on les mettait à moins 20. Ah?
Je dis, pensez-vous que vous avez l'équipement pour faire ça? Puis êtes-vous prêt à collaborer? Tu vois, oui, tu viens avec moi. Il m'a fait rentrer dans un frigidaire immense, industriel, qui descendait à moins 20, moins 21, OK. où il pouvait entreposer ses contenants recyclables de fruits. Fait que là, les poignées. J'ai dit, là, vous êtes d'accord que... Fait qu'il dit, oui, 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 que bien. Fait que là, on est allé chercher de l'argent. On ne fait pas ça avec de l'air, on fait ça avec de l'argent. Là. Bon. Puis là, l'histoire, c'était de savoir combien de temps à moins 20, moins 21 qu'une pup va vivre. C'est-tu 30 jours? Es-tu obligé d'immobiliser tes contenants pendant 30 jours? Ou ils vont... Là, les contenants sont pleins? Non, ils sont Sont lavés, ils sont vides, entreposés à zéro pendant 30 jours Ouais, c'est pour ça, être, OK, pour c'est être bon, ils sont vides. conforme. Oui, oui. Ça, c'est le règlement D14-machin. Tu es obligé de te conformer. Il n'y a pas le droit, lui. Des contenants venaient d'une région infestée pour éviter que des contenants venant d'une région infestée propagent la mouche dans une région non infestée. Tu es obligé de les Mesure de traiter. biosécurité. Oui, c'est ça. Puis lui, il va être conforme. Il ne veut pas passer entre les mailles Il du... peut pas avoir la maladie chez eux. Ou, Mais il veut chez- pas... chez Non, les mais il veut voisins, pas, peu il veut importe, pas, il veut pas disséminer la mouche puis la donner dans des régions qui ne l'ont pas. C'est ça. Puis là, se faire pointer du doigt. C'est ça. Mais on est d'accord. On se regarde dans les yeux puis on est tous d'accord. C'est OK. Fait que là, je dis, regarde bien, moi, ce que j'ai besoin, là, ça va être... C'est une demande spéciale, mais qu'est-ce que tu veux, c'est ça que j'ai besoin. J'y explique. Si vous pouvez le faire, on est peut-être en business. Là, montrez-moi la sorte d'empilage de contenants que vous faites normalement. Normalement. Une fois qu'ils sont nettoyés, puis où? Puis moi, je vais vous passer des petites boîtes. Ça s'appelle des hobos, c'est la marque. Puis vous allez mettre ça, une ici, dans le bas, l'autre dans le centre, 3, 4 dans le centre, puis une dans le haut. Puis je vais vous montrer comment ça marche. On va venir vous les livrer, puis on va venir les chercher. Ça, c'est quoi? C'est des petites boîtes qui mesurent la température, que tu programmes, qui OK. mesurent la température 24 heures par jour. Tu peux programmer la fréquence d'échantillonnage. Est-ce qu'il échantillonne à la seconde, à chaque seconde, aux 10 secondes, à chaque minute, à chaque heure? C'est toi qui programmes. Tu y passes. Tu dis au gars, mettez-les là. Puis là, on va aller prendre des photos de ça pour après faire des présentations pour convaincre le monde. Moi, sur l'intérim, j'avais dit à l'ASIA, l'Agence canadienne d'inspection des aliments, c'est eux autres qui sont responsables de faire la réglementation et surtout de l'appliquer. Je dis, écoutez bien, si on arrive avec des résultats de recherche qui disent qu'on peut raccourcir le temps, est-ce que vous allez être rapide pour changer la réglementation? Il dit oui, mais à condition que ça soit publié dans un très bon journal. C'est OK. Un journal scientifique, non, on ne parle pas du Journal de Montréal. Là. Ni le Journal de Québec, puis ni le Canada français de Saint-Jean-sur-Richelieu. Ça ne correspond pas à ces normes-là. On parle de Journal of Economic Entomology, publié aux États-Unis, de Autorité mondiale. Tu vois, c'est correct. OK. En passant, le Canadien-français de Saint-Jean-sur-Richelieu, Julien Saguet n'est pas encore oui, il est photographe pour eux autres, oui. Il est pigiste, photographe. Il adore ça. Et puis, là, c'est OK, c'est correct. Fait que là, on fait des expériences avec des pups. Puis là, croyez ou non, Christian, on a des profils de mortalité. 0 jour à moins 20. Parce qu'on pouvait avoir du moins 20 facile, tu sais, moins 20. 0 jour, témoin. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours. On s'en va comme ça. Puis là, on s'aperçoit qu'à 3 jours, on a 100 de mortalité. Bien mieux que 30 jours.
Là, tout le monde est nerveux. Vite, vite, vite. Non, je ne publie pas tout de suite. Je vais publier avec une autre année de données pour être sûr que ce soit robuste et accepté et acceptable. Fait que dans le fond, tu ne peux pas prendre un test que tu as fait une fois puis dire que c'est une norme. Il faut que tu le répètes pour être certain. Ben, peux-tu faire voler un avion dans les airs si tu l'as testé juste une fois? C'est comme... Non, ça a pris un test. c'est ça. Tu peux pas... Puis on s'entend T'as des avion, normes, c'est pas pour achaler les gens. Si ton test ne marche pas, c'est un autre qui va reprendre ton travail de recherche. Ben, ça, regarde. Mais ça marche. Ben, on va le répéter, puis ça marche. J'ai publié, ça fait un certain temps, quelques mois. Aussitôt que j'ai reçu le résultat, je me suis mis à l'écriture. C'est un engagement que j'ai. Je ne peux pas écrire, mais je l'ai fait. Puis ça a été publié aux États-Unis. J'ai pris l'article, envoyé par email là-bas, à Ottawa. Ben, ils ont changé la réglementation 1 mois, 2 mois plus tard. Tout le monde est content. Voici qu'on Ils ont avait été assez rapides, là. Mais tout le monde a joué son jeu de façon correcte. Moi... Ben, c'est comme un travail d'équipe, d'une certaine Oui, façon. oui. Puis il faut que tu sois comme... tu dises au gars, écoute, ton frigidaire, là, ben j'en ai besoin. Là, tu sais, c'est comme... J'en ai besoin. J'en ai pas de frigidaire aussi grand que ça que je peux mettre des contenants. Puis je sais pas ça. Mais moi, j'ai des petites boîtes que tu vas pouvoir mesurer la température, puis tu vas y placer là, ce que je vais te dire, puis tu vas mettre un tape pour qu'on puisse prendre des photos. Puis bon, pour documenter ça de façon irréprochable. Et c'est comme ça qu'on a eu un autre succès. Contrôler des insectes avec 0 pesticides, en venir à changer une réglementation fédérale et proposer une solution qui était 10 fois plus rapide, donc 10 fois moins coûteuse que de garder des contenants recyclables, réutilisables, pardon. Bien, c'est ça la recherche, c'est ça que j'ai fait. C'est ça que je voulais te raconter aujourd'hui, Christian. Ça m'a fait plaisir. Mais une question de même. Tu sais, dans toutes les recherches que tu as faites, des fois, avant de te lancer dans une recherche, tu fais une autre recherche pour être sûr que personne n'a publié sur ce sujet-là. Ben oui, parce que tu ne veux pas réinventer la roue. Non, c'est ça. Ouais. Mais est-ce que c'est déjà arrivé que tu as fait une recherche? Il y en avait déjà une, mettons, qui existait sur peut-être quelque chose de semblable de ce que tu as fait, puis que finalement, ton étude, elle contredisait une autre étude? Non, c'est pas arrivé. C'est arrivé qu'une étude avait compétitionné, puis c'est un Américain qu'on travaillait à peu près sur la même chose. On s'était pas bien parlé. Puis lui a publié avant moi, puis moi, ce que j'avais à publier, c'était plus nouveau. Fait que, mais je n'en veux pas. Là. Ça arrive des fois que les gens font des choses de façon indépendante. Puis c'est comme ça. Ouais, que 2 recherches en même temps qui se font, puis finalement... Oui. Sans nécessairement le savoir. Mais tu sais, moi, je vivais dans un système où les chercheurs vivent dans un système où, je vais donner un exemple, au hockey, c'est quoi? Si tu comptes 10 buts dans une année, ben tu es moins bon qu'un joueur qui compte 50 buts. Donc, tu comptes des affaires quelque part. Oui. Tu sais, si tu fais un film, tu regardes le nombre d'entrées, le nombre de billets vendus en salle, mettons, ou à la télévision, tu vends ton produit, tu comptes le nombre de personnes qui ont vu le film ou qui ont payé pour le voir. Ouais. Donc, il y a beaucoup de domaines. Aussi, tu es un politicien, tu regardes le nombre de votes. Il est rentré par 75 des votes dans tel comté. Ben, tu sais, bon. Les chiffres sont un moyen de mesurer la performance. Toi aussi, d'ailleurs, tu es dans un monde de chiffres. Quand tu produis tant de tonnes à l'hectare. Bon. Oui. Nous autres, on est dans un monde de publications scientifiques. C'est ça. Et c'est comme ça qu'on était évalué pour savoir, as-tu fait quelque chose avec l'argent qu'on t'a donné, oui ou non? Moi, j'avais comme but non seulement de publier, mais je parlais en public pour le diffuser de façon orale aussi, parce que c'est d'autres publics que le public scientifique.
Mais je choisissais des sujets qui pouvaient être faits ou que je pensais qu'il y avait des bonnes chances d'être faits pour avoir un succès, pour avoir un impact dans l'agriculture à l'intérieur de mon périmètre d'action, c'est-à-dire les bleuets, les pommes, les fraises et les vignes. Je ne pouvais pas me mettre à aller en grande culture du jour au lendemain. Pour aller en grande culture, ça m'aurait pris 2 ans, 3 ans pour lire, comprendre le système de production, comprendre la filière, comprendre la science qui est associée à ça. C'est pas que je suis paresseux, c'est qu'à un moment donné, c'est Tu avais du déjà temps. fait pas mal de recherches dans ton domaine que tu étais, que là, de changer de domaine complètement, c'est de te remettre dans le bain. Là, c'est un job, ça, avec. Là. C'est pas... Mais ce que je veux dire, c'est que tant qu'il y a un besoin dans un certain secteur, tu restes là et tu vois que les insectes, les nouveaux problèmes qui sont arrivés, ben, j'ai vu arriver. Le téléphone est arrivé, l'email est arrivé. On a joué avec les cartes qu'on avait, puis on a bien réussi. Tu sais. On a bien Le test de Phytoplast a été acheté par... en fait, c'est une redevance. Il y a comme c'est le gouvernement fédéral qui est responsable, mais il le loue OK. à une compagnie d'Ontario, puis au laboratoire de diagnostic à Québec. Bien, là, il y a de l'argent qui rentre encore. Le virus qu'on a fait pour le Carpocarps, bien, il est encore produit au Québec. Là. On a été le premier à produire un bioinsecticide viral pour utilisation agricole dans l'histoire du Canada. On a fait ça. Mais tu sais, quand le monde te regarde... Mais ça s'était fait ailleurs, j'imagine? Ou Oui, j'avais vu ça en Suisse. OK. J'avais fait un stage en Suisse de 5 semaines. Puis, à un moment donné, mon argument, il dit, écoute, c'est bon pour les Suisses, c'est bon pour le Québec puis le Canada. T'sais. Mais j'avais adopté la philosophie de mon homologue suisse, parce que les Suisses, ils pensent beaucoup, beaucoup avant de bouger. Mais quand ils bougent, ça paye. OK. Moi, j'avais plein de collègues, qu'eux autres, il y avait... Tu sais, faudrait le transformer moléculaire. Tu sais, faudrait prendre un gène, l'enlever, le remettre ici par en arrière. Puis... Non. Moi, j'ai adopté la méthode suisse. Virus naturel de la région où est-ce qu'on... Fait que le moins de transformation moléculaire possible, le plus de chances on va avoir de l'homologuer au Canada, parce qu'il n'y avait pas de virus, encore une fois, en agriculture. Il y en avait en foresterie, mais tu ne mets pas les choses dans ta bouche en foresterie. Là. Non. Bon, les pommes, tu les mets dans ta bouche. Parce que en foresterie, mettons, il y a le BT que tu peux appliquer, mettons, contre les insectes ravageurs. Ça, c'est bactérien. Oui, mais il y avait des formulations aussi de virus. Ouais, le BT, c'est une bactérie qui est fermentable et qui est fermentée, qui est multipliée par fermentation liquide. Mais le virus, c'est un autre patente. C'est un autre système de production. Mais l'idée, c'était pas d'écouter mes collègues, qui eux autres, non. On va rester dans des proportions simples et naturelles. Et c'est ça qui est le travail. C'est sûr que tu n'as pas de succès si tu ne travailles pas. Mais il faut prendre des risques, dire je m'en vais dans telle direction avec telle approche. Ça se peut que ça ne marche pas. Mais moi, je frappais à la balle. C'était un home run assez souvent, mais je ne frappais pas beaucoup de balles. J'avais pas besoin de... Tu sais, un joueur de baseball, il ne fait pas 8 home runs par partie. S'il en fait 2, il est correct. Ouais, souvent, quelqu'un qui frappe pour 300, c'est bon. Fait que 300, c'est quoi? C'est 3 coups sûrs sur 10 balles lancées. Là. Voilà. C'est ça. C'est ça. T'as tout compris. Fait que faut que tu choisisses tes batailles. Je pouvais le faire. Mais ça veut dire que je disais non à d'autres gens aussi. Je pouvais pas... c'est parce que moi, j'ai vu la vie comme étant un marathon. Pas comme un sprint. Fait que faut que tu prennes ton temps pour bien avoir du souffle jusqu'à la fin. Jusqu'au 42e kilomètre. Oh ouais. Tu te trouves avoir publié combien d'études
Tout est partout. Ah, ben, dans les articles scientifiques 186, il y en a un qui a été soumis d'ailleurs il y a 2 semaines, un autre article qu'on a fait sur un succès qu'on a fait avec mon ami et collègue Jacques Lanier de Collab R&D sur le scarabée japonais en vignoble. Ouais, parce Et que on a le eu un scarabée succès. japonais, on en a dans le soya. Oui, mais on a trouvé une façon, un succès. Oui. Mais en vignoble, on parle d'un système de vignoble ici. 186, 25 livres. Ça, dans le fond, c'est quoi que vous avez fait contre le scarabée? C'est d'essayer de leur enlever leur libido? Parce que ça fourre à longueur de journée, ça. Non, on n'est pas des psychiatres d'insectes. On est des entomologistes. Non, mais tu veux qu'on parle de ça? Non, c'est... Non, mais en gros, c'est qu'on les a donné une chance. On a donné une chance aux parasites de s'exprimer. Parce que dans le fond, chaque insecte a quand même un parasite ou un prédateur. Des fois plusieurs. Plusieurs, oui, je sais pas. Mais il faut que tu favorises le bon. Tu C'est sais, ça. dans une C'est équipe de connaître, hockey, c'est de dans pogner ton une équipe insecte. de hockey, le coach, il met 5 gosses à la glace, puis il y en a un d'un but. Puis lui, il change. C'est lui qui choisit. Fait que tu as souvent peint du monde sur la glace. Tu as 12 joueurs sur la glace. Le secret, c'est de lire, de penser, d'observer beaucoup. Je dis souvent lire puis penser, mais aussi, il faut que tu observes. Moi, je me suis associé dans ma carrière avec du monde qui faisait du terrain, mais qui avait la capacité, pas nécessairement d'écrire. C'était pas le job. Mais de regarder puis de faire le lien, c'est extrêmement important l'observation en sciences. Oui. Mais tu peux pas être en train de lire dans ton bureau puis en même temps dans le champ. Là. Tu peux pas. Là. C'est comme... Fait que tu te bâtis des équipes avec des gens complémentaires. Donc, 25 livres, 50 chapitres de livres, des articles de vulgarisation dans différents magazines agricoles, etc., 250, des présentations orales de par le monde, puis un peu partout, 500. J'ai aussi... Ouais, c'est pas un gars au Québec, là. C'est vraiment... Ah ouais, partout. Écoute, je suis allé présenter un poster à Kyoto il y a 3 semaines au Japon. Fait que, un poster? Un poster, ça, c'est... t'imprimes, c'est comme un mini-article, mais c'est gros comme 1 mètre par 1 mètre et demi. OK. T'imprimes les photos, le texte, puis ton raisonnement, ta procédure, ta méthode, tes résultats. OK. Puis au lieu de parler, tu fais un poster avec ça, puis tu vas le présenter dans un circuit scientifique. Mais j'ai aussi, parce que là, le temps passe, tu sais, à un moment donné, je me suis mis à donner, avec l'approbation de mon employeur, des conférences sur les insectes dans les écoles primaires et secondaires de la grande région de Montréal. Ça part de Saint-Jean-sur-Richelieu, ça va à Saint-Joseph-du-Lac, puis Saint-Hyacinthe. J'ai tout fait ça, dans les 2 langues, français, anglais. Puis c'était une espèce de organisme à but non lucratif qui faisait le lien entre les chercheurs puis les écoles. Fait qu'il m'arrivait avec une liste. Cette année, on aurait des demandes pour 5 écoles, mettons 6 écoles. Voici la liste, voici l'email, voici le téléphone. Moi, je disais, regarde, je vais y aller au mois de mai parce que c'est faisable par rapport aux insectes avec lesquels je travaille. Là. Tu sais, j'ai un petit 3. Je vais y aller pas plus que 3 jours par année. Vous pouvez compter sur moi tout le temps. Au mois de mai, 3 jours par année. J'ai fait ça pendant 23 ans. OK. Parce que les insectes, quand tu parles des insectes à des enfants des villes et des banlieues, ben, ils ne sont pas en contact beaucoup avec les insectes. Tu sais? Puis ils ont des questions. Puis ils ont des très bonnes questions. C'est pas la même question que les producteurs agricoles. Parce qu'ils ne cultivent pas des pommes, ils ne cultivent pas des raisins. Bon. Mais ils ont des questions légitimes. Ce sont des futurs citoyens. Et moi, je me disais, ben écoute, si on veut avoir une discussion mature, une discussion fertile entre des citadins puis des ruraux,
Bien, ça commence jeune. Ben, je leur expliquais qu'on peut gagner notre vie à faire de la recherche sur les insectes. Puis, puis si vous avez des questions, vous avez juste une chose à faire. Levez la main puis attendez que je réponde. Mais parlez pas en même temps que moi. Puis tout ça. Fait que, tu sais, puis ça fonctionnait très, 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 très bien. Très bien, dans tous les milieux. Fait que j'ai fait ça 3 jours par année pendant 23 ans. De façon volontaire, mon employeur était d'accord. Parce que c'est des citoyens. Oui. Fait que c'est ça que j'ai fait. L'insectarium, tu vas-tu faire là, tu vas-tu voir ça une fois de temps en temps? Oui. Parce que c'est quand même quelqu'un, tu sais, je repensais à son nom, là, Georges Brassard. Oui. Brassard, quand il parlait des insectes, c'était vraiment quelqu'un de vraiment passionné par ça. Là, Absolument à passionné. TV, là. Je connais Georges, j'ai même piloté son avion un jour. J'ai piloté son hydravion. On a atterri sur le fleuve Saint-Laurent, à Brossard, parce que Georges Brossard, sa famille, c'est Brossard de Brossard. Ben, c'est Brossard, mais là, c'est la ville de Brassard. Là, non, Brossard, B-R-O-S-S-A-R-D. Oui, c'est ça. Donc, oui, c'est vrai. C'était son... C'est moi qui s'est trompé. C'est pas grave, que c'est. mais je suis membre fondateur d'Insectarium. Ah, ouais? Oui. J'ai un diplôme chez nous. Le maire m'a envoyé ça, signé par Brossard aussi. Je connais très bien Georges, parce que j'étais président de la Société d'entomologie du Québec. On était favorable, on les a aidés dans le dossier. Ils m'ont, à un moment donné, conféré ce titre-là. Je suis content. Aujourd'hui, l'Insectarium de Montréal, en moyenne, accueille 250 000 de visiteurs par année. C'est pas si pire comme Moi, j'y étais cet été. Ça faisait longtemps que je n'y avais pas été. Là. ouais. Ça, c'est parce que ma fille, elle travaille à l'Espace pour la vie. Oui. Puis on avait eu des billets, justement, pour Absolument. l'insectarium. En tout cas, le biodôme, il y avait une coupe de cassons. Oui, absolument. Oui, absolument. Ben, c'est ça. Donc, oui, je connais l'Insectarium, je lui donne des présentations, mais j'ai contribué à sa fondation. Je suis membre fondateur. Fait que, c'est ça, oui. Georges, je le connaissais bien. Puis on se voyait une fois de temps en temps, mais j'ai piloté son avion. La dernière fois que je l'ai vu, figure-toi donc que Georges, j'étais un samedi soir dans l'est de Montréal. Il y a des forêts dans l'est de Montréal, en face de chez ma sœur, qui demeure à Pointe-aux-Trembles. OK. Des forêts. On marchait pour le plaisir, on marchait dans les forêts. Puis d'un coup, dans une clairière, un samedi soir vers 7 heures, l'été, j'ai vu Georges Brassard entouré d'enfants. Il donnait une présentation sur les insectes. Ah, ouais. J'ai dit bonjour, Georges. Puis, tu sais, bon, c'est la dernière fois que je l'ai vu vivant. Là. Mais donc, il faisait beaucoup de choses comme ça. Je suis passé devant son ancienne maison à Saint-Bruno. Il s'était fait bâtir une maison là, pas loin du lac seigneurial. Là, il est décédé, Georges. Puis là, il y avait une maison un peu originale. Ils sont en train de toute la rénover de fond en comble, la maison. OK. Je te dis ça, il y a 5 semaines, je suis passé là, en face de sa maison. C'est pas que Saint-Bruno. Fait que, tu vois, un petit monde. C'est un petit monde, je te Il est le dis. décédé à Saint-Mathieu-de-Belleuil. Oui. Ben, c'est ça. Oui, bien ça, je l'ai souvent vu à la TV, mais tabarouette, ce gars-là, il me le voyait pogner les insectes et mettre ça à la tête, tu sais, il capotait. Ben, il y avait une série d'émissions, puis moi, je l'ai vu avec des Américains, il y avait une énergie absolument incroyable, une conviction, puis etc. Non, c'était vraiment un gars qui était engagé. Il était engagé dans une mission, c'était les insectes. Puis bon. C'est qu'il avait fait fortune, puis il pouvait prendre sa retraite puis faire de ça en n'étant pas payé. OK. Ouais. L'autotestament, c'est lui qui a inventé ça, qui a breveté ça, puis ça lui a fait faire une fortune. Puis il était capable, avec cet argent-là, de faire tout ce qu'il voulait, tous les voyages. Il est allé en Mongolie, il est allé récolter des insectes, tout ça.
Non, il était indépendant de fortune. Ça lui permettait de faire ça. Ah, ouais, OK. Oui. Donc, l'Auto-Testament, c'est Georges qui a fait ça. Ah, puis je ne savais pas, mais je viens de voir ça sur son Wikipédia. Le film Le Papillon bleu, c'est Oui. un film inspiré de Oui, la vie de Georges Brassard. absolument. Oui, je l'ai vu, qui était un très beau film avec un acteur américain. Ouais, William Hurt. William Hurt, exactement. Puis le papillon bleu, dans son sous-sol, il y en avait beaucoup des morphos comme ça. C'est un morpho. Les morphos, c'est un genre, il y en a des centaines d'espèces. Lui, Georges, il y avait tout ça dans son sous-sol. C'était plein. Dans des boîtes spéciales pour ça. Puis, alors, c'est un passionné. Tu peux pas. Des Georges Brassard, il n'a pas beaucoup. Il n'a pas beaucoup, mais il était fortuné, puis c'était sa façon à lui De faire de la philanthropie. de vivre sa passion. Ouais, puis Ouais. de faire de la philanthropie d'une certaine façon. Il en a fait beaucoup. Comme je te dis, la dernière fois que je l'ai vu, il donnait un cours sur les insectes un samedi soir tout seul dans l'est de Montréal, dans une forêt. Il faut le faire. Faut le faire. Hey, autre sujet. L'année passée, Oui. tu as été intronisé au Temple de la renommée de l'agriculture du Québec. Oui, c'est vrai. Du Québec. Il y avait 3 autres producteurs, je pense. Il y avait eu André Oui. Desbaudouins, puis il y avait eu un M. Vermette aussi, je Oui, crois. oui. Oui, c'est vrai. J'ai été intronisé au Temple de la renommée du Québec. Oui. Puis là, cette année, ben, tu vas être intronisé au Temple de la renommée agricole du Canada. Oui, c'est vrai. Le 2 novembre prochain à Toronto, un samedi soir. Oui, c'est vrai. Parce que tu m'as envoyé le prospectus pour Oui. ça. Puis là, maintenant, je regardais ça. Tu sais, Docteur Charles Vincent. Sais-tu moins ou ben non, c'est rien qu'en côté anglophone où ce que tu vas avoir le titre de docteur, mais tu ne l'auras pas au Québec, ça se peut-tu? Non, j'ai le titre, mais c'est un titre qui est conféré par toutes les universités. Tu peux étudier à l'UQAM et avoir un doctorat. Il n'y a pas de problème. Non, mais je veux dire, non, pas tu pour avoir peux un doctorat. étudier en France mais- ou en Italie, tu vas être docteur. Hein. Ça OK. veut dire que tu as un certain nombre d'années dans un certain domaine qui a été comme certifié, entre Parce que nous autres, guillemets. un docteur, souvent, c'est pas quelqu'un qui a eu un doctorat, c'est quelqu'un qui va te soigner à l'hôpital. Oui, c'est ça. Il y a double emploi du mot docteur à ce moment-là. Il y a un Oui. médecin, si tu veux, qui est docteur en tel, mais tu as aussi des docteurs en sociologie, tu as des docteurs en astrophysique. Ça veut dire que tu as étudié assez longtemps dans un sujet, puis tu as fait une thèse qui a été comme approuvée, certifiée par un comité d'un certain niveau. Moi, je suis docteur de McGill. Qu'est-ce que tu veux? On peut faire pire. non, ce que je veux dire, c'est comme parce que le prospectus que tu m'as envoyé, il est en anglais. Puis là, tu sais, il y avait vraiment le titre docteur. Tandis que, mettons, dans la tête de chez nous, quand on parle de Charles Vincent, il n'y a pas le titre docteur à l'avant du Ah, nom. mais ça, Ça, je laisse les gens utiliser le terme je qu'ils te dis, on veulent. dirait qu'en français, il n'est pas utilisé. Ben non, il est vraiment réservé à quelqu'un qui va Ça te se peut. soigner. Ça se peut, mais tu sais... oui, peut-être que dans le monde anglo-saxon, peut-être qu'ils accordent plus d'importance à ça. Moi, c'est pas moi qui ai demandé ça. Là. Non. Mais tu sais, ça, j'en prends puis j'en laisse. Si tu as un PhD dans un domaine, c'est comme un pilote d'avion, là. Tu vas voir où je m'en vais avec ça. Si tu ne pratiques pas pendant 3, 4, 5 ans, c'est fini. Si tu as des brevets d'aviation dans le commercial puis tu ne voles pas plus que 100 heures par an, tu sais, ils ont des normes, Oui. bien, c'est fini. Tu n'es plus un pilote à un moment donné. Là. Fait qu'il faut que tu pratiques pour conserver ton agilité puis ta compétence parce que la science avance. Il faut vraiment que tu lises beaucoup pour tout suivre, toutes les choses qui sont intéressantes ou importantes pour toi dans ton domaine. Quand tu regardes le nombre d'articles scientifiques publiés chaque année, on ne parle pas des Twitter, là, on parle des articles scientifiques, là, ben, tu es de l'ordre de 2 à 3 millions par année. Ben, Christian, ça prend 2 heures lire un article scientifique en moyenne. Combien tu penses que tu peux en lire par jour? Tu peux pas toutes les lire. Non. Ben non. Alors, c'est ça. Si on parle
dans toutes les sphères de la vie. Oui, mais mettons l'entomologie agricole, tu es dans le peut-être 20 000, 30 000. Puis là, attention, parce que il y a 20 ans, le mot drone, ça n'existait pas. Alors, mais aujourd'hui, travailler avec des drones en entomologie, dans bien des domaines d'ailleurs, des drones. Pas des drones militaires, des drones agricoles. Oui, les DJI là, pour faire de l'application. Ça existe. Il faut que tu comprennes aussi qu'est-ce que c'est, comment l'utilité, si tu veux t'en aller là-dedans. Donc, tu ne peux pas juste lire en entomologie. Il faut que tu lises en toxicologie, il faut que tu lises en moléculaire, il faut que tu lises en drone, donc engineering. Tu sais. Là, je ne suis pas en train de me plaindre, je suis en train de te raconter que c'est un travail de se maintenir à jour. Donc, mais c'est ça. C'est ça. Donc, c'est ça, Christian? Ça ferait pas mal le tour. Ça fait le tour, mais ça m'a fait grand plaisir de venir te voir aujourd'hui. Un immense merci de t'être déplacé. Ça me fait plaisir. Pour venir raconter un peu tes expériences en entomologie puis de ta carrière que tu as passée chez Agriculture Canada. Oui. En fait. Et puis, non, écoute, ça fait déjà quelques fois que tu venais me voir, puis tu passais, on placotait quand même pas mal. On se le cachera pas, tu as de la jasette pas mal, c'est ça qui est le fun aussi. ça facilite ma job. Oui, ils me disent ça. Ça facilite ma job. Puis, félicitations aussi pour l'intronisation aux tables renommées agricoles du Québec et la future, qui va être dans un mois exactement à Toronto. Oui, oui. L'année passée, je pense que c'était à Charlottetown, à Nouvelle... sur l'île aux patates, là, Charlottetown, sur l'île du Prince-Édouard. Oui, c'est ça. Ouais. L'île du Prince. Ça c'est le Canada. Le Québec, c'était au Château-Frontenac l'année passée. Cette année, c'est à Lévis. OK. Oui. OK. Ça drop. Hein? Ben, c'est pas moi qui l'organise. C'est eux autres. Mais là, bon... Je sais. Mais le président au Québec, lui, j'ai fait un podcast avec, c'est Damien Lemire. Oui. Qui habite pas bien loin d'ici. Oui, il reste en Montérégie, lui. Ouais. Non, centre du Québec. Ah, excuse-moi, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Oui, excuse-moi, c'est vrai. Centre du Québec. J'ai confondu. Je connais mes régions. Ouais. Moi aussi, mais il y a des frontières qui bougent. Good. Allez, un gros merci encore une fois. Ça m'a fait plaisir. Et puis à tout le monde, un gros merci d'avoir été à l'écoute jusqu'à la fin. Et puis partagez sur vos réseaux sociaux autant que possible. Donc sur ce, à la prochaine. Merci beaucoup. Salut. Au revoir. Hey, je prends quelques secondes pour souligner notre partenariat avec Agrilog. Agrilog, c'est quoi ça? C'est une entreprise spécialisée en séchage et en entreposage de grains qui vous offre un système d'automatisation pour votre séchoir et la ventilation de vos silos. Avec Agrilog, vous gardez le contrôle de votre centre de grains et maximisez la valeur de votre récolte. Rien de moins. Pour plus de détails, contactez-les au 514-980-2838 ou visitez leur site web au www.agrilog.ca. C'est le temps de vous parler de AgroSan. C'est quoi ça, AgroSan? AgroSan, c'est le fabricant d'une gamme complète de nutriments liquides tels que le Crop Booster, le Salvador, pour ne nommer que ceux-là. AgroSan est également distributeur des Nutri-Cholant, Proca, K-Lime et Calpomag. Avec AgroSan, cultivez l'innovation. Visitez le www.agro-100.ca pour connaître le distributeur le plus près de chez vous. Brima. Brima est le distributeur exclusif au Québec des démarreurs liquides Alpine, des engrais foliaires et biostimulants de Alpine et de Stoller et des inoculants Xide Bio. Brima est aussi distributeur des réservoirs de plastique Norwesco et peut vous fournir en quincaillerie complète pour équiper vos planteurs et semeuses pour le démarreur liquide. Contactez Hugo Giard au 450-796-1818 ou visitez leur site web agbrima.com.